Alain Grandjean, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Donc, j'ai créé et je suis associé d'une société de conseil qui s'appelle Carbon 4. Par ailleurs, je suis président de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Et enfin, je tiens un blog qui s'appelle Les Chroniques de l'Anthropocène. Vous avez quoi comme background ? J'ai fait des études d'ingénieur généraliste, l'école polytechnique, ensuite de l'économie au sein d'une école qui s'appelle l'ENSAE. Ensuite, j'ai travaillé pour faire une thèse de doctorat en économie de l'environnement. Et après, j'ai fait une carrière dans l'industrie. Et il y a quelques années, c'est-à-dire une quinzaine d'années, je me suis remis entièrement aux questions d'environnement. Pourquoi à l'époque ? C'était en quelle année votre doctorat ? 1983. Et l'écologie, comme ça vous est venu ? Je suis de la génération Club de Rome. La génération Club de Rome, c'est les quelques personnes comme moi qui ont été très très frappées par le rapport au Club de Rome sur les limites à la croissance, donc, qui est paru au milieu des années 70. Moi, je suis rentré à la Polytechnique en 75, donc j'ai été très frappé par ça. C'est une période post-68, en fait. Et donc, il y a eu un gros mouvement. Moi, je faisais partie de ces gens qui étaient motivés par ça. Donc, j'ai toujours été intéressé par les questions d'écologie. Et l'économie, c'est parce que dès le départ, j'ai pensé que les questions économiques et écologiques étaient liées. Alors après, j'ai fait tout à fait autre chose dans ma carrière, parce qu'à l'époque, travailler sur ces sujets-là, c'était quand même très compliqué. Compliqué pourquoi ? Parce qu'il y avait très peu d'emplois, il y avait très peu de postes. Et moi, j'ai fait un peu de la recherche pendant 4 ans, puis j'ai fait une thèse, et je crois que ce n'était pas tout à fait pour moi. J'avais aussi un côté assez concret opérationnel, donc j'ai après été très content de faire une vie industrielle. Qui s'est composé de, et vous avez fait quoi ? J'ai été responsable financier puis directeur général adjoint d'une entreprise industrielle, une grosse PME dans le sud-ouest de la France. Comment ça s'appelle ? Elle s'appelait Soulé, SOULé à l'époque. Il faisait quoi de beau ? Il faisait du matériel électrique et puis aussi du matériel de transport ferroviaire. Bon, on va revenir à nos moutons. L'écologie, la planète, la finance, la financiarisation du monde. On fait d'abord un petit constat sur notre climat, sur l'état de la planète. Oui, je l'ai appelé les chroniques de l'Anthropocène, mon blog, parce que je suis très convaincu de cet enjeu, le fait qu'on est dans une période très particulière de l'histoire de la planète et de l'espèce humaine, dans laquelle l'espèce humaine joue à jeu égal, mais parfois supérieur, en fait, contre les forces naturelles. Premier exemple, c'est des milliards de tonnes de matériaux qui sont déplacés chaque année par l'espèce humaine. On fait des calculs de coin de table et on s'aperçoit que c'est l'ordre de grandeur de ce que fait la nature par des tremblements de terre, du volcanisme, etc. Les émissions de gaz à effet de serre que produit l'activité humaine sont beaucoup plus puissantes pour faire bouger le climat que l'évolution naturelle le fait depuis des milliers d'années. Donc, le volcan, quand même, ça émet vachement de soufre, non ? oui, mais ce que je disais tout à l'heure, il y a des calculs qui montrent qu'il y a jeu égal sur certains sujets, mais pour les gaz à effet de serre, qui sont des gaz très précis, qui sont le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, plus tout un tas de gaz fluorés, il n'y a pas de doute que les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont de nature à faire bouger la température moyenne planétaire beaucoup plus vite que ce que fait la nature par elle-même. Donc les ordres de grandeur, c'est qu'on prend 5 degrés de plus ou de moins entre une glacière et une interglaciaire. Donc là, on est dans une interglaciaire. La dernière glaciaire, c'est il y a 20 000 ans. 5 degrés de moins, en moyenne, température planétaire sur un an. Et donc, on remonte la température en 10 000 ans, grossièrement. Et là, en 100 ou 200 ans, on peut faire une variation de température de 5 degrés aussi. Donc on va beaucoup plus vite que la nature sur ce sujet-là. Donc dans certains cas, on fait jeu égal, dans d'autres, on est plus puissant. Donc c'est pour ça que ce n'est pas anecdotique de parler d'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une période, donc on décompose les périodes géologiques en périodes, en sous-périodes, et là on entrerait, ça reste à être décidé, parce que c'est des commissions de stratigraphie, donc c'est tout un protocole scientifique très très élaboré, qui dénommerait la période dans laquelle on rentre, avec un débat sur la période, est-ce que c'est 1950, est-ce que c'est un peu avant, un peu après, nouvelle période, un nouveau régime, dans lequel on constate, c'est pour ça que ça s'appelle Anthropocène, dans lequel on acte le fait que l'espèce humaine a un rôle spécial dans la vie de la planète.
ce rôle, est-ce que l'humanité en a pris réellement conscience? Est-ce que le business en a pris conscience? Est-ce que la finance en a pris conscience? Il y a des prises de conscience partielles, donc très profondes dans certains domaines scientifiques. Évidemment, les climatologues qui manipulent les données dont je parle depuis des décennies, ça, ils ont compris. Il y a des disciplines scientifiques qui s'en foutent complètement parce que c'est pas leur sujet, donc il y a des spécialités. Après, au niveau de l'espèce humaine, dans son ensemble, on est très nombreux, donc je suis incapable de savoir ce que pense chacun de mes 8 milliards de contemporains. Le business, ça dépend des coins. Il y a des chefs d'entreprise qui ont un peu compris le truc, d'autres s'en foutent complètement. C'est très hétérogène. La réalité, c'est que c'est très hétérogène et globalement, collectivement, je pense qu'on est loin du compte si je dois faire une réponse synthétique. Les gouvernements, on va dire des gouvernements de pays occidentaux, ils font quoi? Ils font de la procrastination, ils font du wishful thinking. Alors les gouvernements d'abord ils font quoi? Ils sculptent de la fumée, ils brassent de l'air chaud, ils mangent des petits fours, ils font des petits sommets, ils convoquent les climatologues anonymes pour prendre des décisions. Ouais, donc sur le climat, parce qu'après il y a un énorme sujet qui s'appelle la biodiversité dont on parlera quand même 2 minutes. À travers la pollution avant. Ouais, enfin on parlera de tout ça tout à l'heure, mais juste sur le climat, parce que là la documentation est assez claire. Ça fait 20-30 ans que les scientifiques du climat alertent sur le fait qu'il y a un vrai problème et qu'il faut s'en occuper. Deuxièmement, disent quelles sont les causes, et donc il n'y a pas tellement de débats scientifiques sur la question. Et dans ces décennies-là, on avance très 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 lentement. Or, c'est un sujet de bien commun, et donc le marché, l'activité décentralisée des acteurs économiques, elle seule, c'est sûr qu'elle ne peut pas le faire. Elle n'arrivera pas à résoudre le problème à elle seule. Donc on a besoin de la puissance publique, et donc force est de constater que cette puissance publique a largement traîné pour prendre en main ce problème. Cela étant, et ce n'est pas une excuse, nous sommes en démocratie, et j'ai quand même l'impression que dans des régimes démocratiques, les politiques sont à la remorque de l'opinion. J'ai quand même cette impression-là. Ils sont à la remorque. Pourquoi? Parce qu'ils font des mesurettes. Parce qu'ils doivent être élus. Et donc si l'opinion est pas sensible au problème, parce qu'elle met du temps à être sensible, le politique suit l'opinion. Et d'ailleurs, pour lire entre vos lignes, appelons un chat, appliquer des mesures drastiques pour sauver le climat engagerait des répercussions sur les classes moyennes, les classes sociales, la population, qui les conduirait peut-être à être grognons face aux politiques qui les mettraient en place? C'est évident qu'il y a... C'est très trivial, mais est-ce que ça ressemble à ça? Non, mais ça, c'est clair qu'il y a ce côté-là. Il y a des gens comme Churchill qui ont promis du sang, de la sueur et des larmes, et ils ont réussi à faire bouger leur économie de guerre parce que l'opinion était totalement convaincue qu'il fallait y aller. Donc, en matière de climat, j'ai l'impression qu'il y a un frémissement de l'opinion en ce moment. C'est pas juste les européennes, c'est que j'ai des mouvements de jeunes très très forts. Je pense que c'est pas anecdotique et ça révèle bien le fait que là, les opinions sont en train de bouger. Il n'y a pas que du tout dans le domaine du climat. Dans les histoires, par exemple, santé-environnement, les questions de pollution diffuse, les questions de rapport à la santé, moi je constate, parce que là j'ai un peu de recul et d'expérience, je constate un nouveau rapport de l'opinion à la nourriture, un nouveau rapport aux risques sanitaires, et des choses qui permettent à des gouvernements de prendre des mesures un peu plus courageuses, disons le mot. Alors, on dit tout le temps, l'écologie, c'est un sport de bobo. C'est un sport de riche. C'est un sport de celui qui peut s'acheter un petit peu de bio, qui peut... Non? On les discrédite souvent comme ça. Ouais, Est-ce que l'écologie à grande échelle, ça répond à nos besoins d'une société en pleine mondialisation? D'abord, faut comprendre les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire, tels qu'ils sont aujourd'hui, les désastres écologiques annoncés et pas dans des horizons infinis, donc relativement court terme. Court terme. Dans les années... C'est en ce moment, d'abord, pour commencer. C'est quoi le désastre? Les désastres, c'est des effets de sécheresse ou d'incendie,
conduit à... donc là, les gens qui sont au bord, dans ces coins-là, ils souffrent, ils sont en difficulté. Les changements de régime de mousson en Inde, ça a des effets tragiques sur la situation des gens qui s'organisent d'une certaine manière. Les inondations, c'est tragique aussi. Donc il y a dès aujourd'hui, des milliers de personnes, des millions de personnes qui vivent qui souffrent des changements intempestifs du climat. Vous étudiez aussi les répercussions du changement climatique sur les partis politiques, les gouvernements. Je reviens quand même au point sur les guerres. Les pauvres, les bobos. Hein. Juste un tout petit point pour terminer, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est que, évidemment, que ce n'est pas une affaire de bobos. C'est une affaire de chacun d'entre nous, va ou non pouvoir s'adapter à des conditions très difficiles. Évidemment que la capacité d'adaptation, elle est plus faible pour des gens qui ont moins de ressources et moins de capacités au sens très large des termes. Donc les désastres écologiques sont très injustes sur le plan social. Là-dessus, il y a un assez bon consensus, c'est assez clair ça. En gros, c'est les plus pauvres qui vont morfler en premier. C'est ça que je veux dire. Voilà. Vous avez un ami qui est Jean-Marc Jancovici. Si je me rappelle d'une de ses conférences, il nous dit en gros pour pas ralentir, mais partir sur un réchauffement à 2 degrés, sur une prévision à 2 degrés, il faudrait diminuer le PIB par tête par 6. C'est clair ce que je vous dis ? Ça, j'entends ce que vous dites. Moi, je ne suis pas complètement convaincu de ce type de calcul. Ça me paraît pas si facile que ça à se projeter dans l'avenir. Le PIB, c'est un indicateur macroéconomique que moi, je ne trouve pas très intéressant, pas très convaincant. Et ce que j'espère principalement, c'est qu'on arrive à s'organiser socialement avec des indicateurs très différents du PIB. Bon. Après, dire de manière définitive, il y a une corrélation complète entre la hausse de la température et la croissance du PIB, je pense que c'est des paris. On ne sait pas trop. Donc, moi, ce qui me semble plutôt à pointer du doigt, c'est qu'on sait que pour respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter la température moyenne planétaire à en dessous de plus de degrés par rapport à celle qu'il était au milieu du 19e siècle. Il faut réduire fortement et drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, on sait. On sait qu'aujourd'hui, le contenu en émissions de gaz à effet de serre du PIB est tel que si on ne change rien à nos dispositifs sociotechniques, les conclusions s'imposent. Soit on ne respecte pas l'accord de Paris, soit donc on crève avec plein de désastres. Voilà, et soit dans les conditions actuelles, on fera de la baisse du PIB. Le seul petit problème, c'est que les conditions sociotechniques, c'est-à-dire la manière dont on émet du CO2, la manière dont on émet du méthane, elles se bougent. Donc c'est pas clair du tout qu'on fera la même chose pendant 50 ans, dans les 50 ans qui viennent. C'est même presque sûr que c'est le contraire. Si je prends encore un exemple pour illustrer ma pensée, si on se projette en 1950, on essaye de voir comment fonctionne l'agriculture en 1950, et on regarde qu'est-ce qu'elle devient 50 ans après, le changement est massif. Il y avait 6 millions d'agriculteurs et d'exploitations agricoles en 1950, il y en a moins de 10 fois moins 50 ans après. L'organisation de l'agriculture, je ne dis pas qu'elle s'est améliorée ou pas améliorée, ce n'est pas mon point à ce stade, c'est juste de dire que les évolutions sont quand même très fortes. On continue sur le climat, sur l'état des lieux de la planète, ou on commence à aborder les solutions, les vecteurs de changement, de Non, transition. je pense qu'on peut dire 2 minutes sur la question d'érosion de la biodiversité, parce que la question climatique, elle est sur le devant de la scène depuis très longtemps, et on bénéficie de ce point de vue-là de l'organisation très, très remarquable de cette communauté de climatologues et du fait qu'il y a ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui rend ses rapports, qui fait une synthèse de tous les travaux scientifiques, et ce, tous les 5-6 ans. C'est absolument extraordinaire. La biodiversité s'est organisée de manière beaucoup plus tardive, et donc maintenant elle commence à faire la même chose avec les travaux de l'IPBES, qui est donc l'équivalent à peu près, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble quand même. Et là, on s'aperçoit que les travaux de synthèse de cette IPBES, c'est que le front de la biodiversité se porte très mal.
Pourquoi ils se portent très mal? Parce que les constats qui sont faits sont alarmants aussi. Non pas parce que les scientifiques sont des paranoïaques ou des malades mentaux, c'est juste que la situation est pas bonne. On sait, et on constate une très grosse érosion de la biodiversité. Or, nous, les êtres humains, on a beaucoup besoin des ressources biologiques et elles sont en danger aujourd'hui. Donc le panorama du rapport entre l'espèce humaine et son environnement au sens très très large, qui soit le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau, est un panorama qui montre qu'à l'évidence, il va falloir des modifications très substantielles et très très profondes de notre organisation économique pour en sortir. Alors, ces fameuses modifications, ça prendrait quelle ébauche? Les grandes lignes directrices, de mon point de vue, c'est le fait... Financement vert. C'est plus profond que ça. C'est que, si on va le dire d'une manière très très simple, c'est ce que j'ai pas mal développé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite île de Pâques dans mon blog, c'est que, en gros, la manière qu'on a, tous les uns et les autres, de se représenter la vie économique, c'est une manière qui repose sur une représentation très bizarre quand on réfléchit 2 minutes, qui est qu'on ne compte que des euros ou des dollars ou des choses comme ça dans nos comptes d'entreprise, dans nos comptes publics, etc. Et cette représentation-là ne nous fait pas voir du tout des choses qui ne sont pas monétaires. Or, à l'évidence, la nature, elle ne se fait pas payer pour les services. La pollinisation des abeilles. Le climat tel qu'il est, la qualité de l'air, il y a tout un tas d'équilibres. Et les fourmis, les champignons dans le sol. Mais même le pétrole, c'est, quand vous achetez du pétrole, c'est une métonymie. Vous n'achetez pas du pétrole. Vous achetez un service que vous rend un producteur ou un transporteur qui lui-même achète un service, ainsi de suite. Et à la fin de l'histoire, quand vous regardez, c'est Mère Nature qui vous met à disposition du pétrole qu'elle a fabriqué il y a quelques millions d'années. Bon. Donc ça, là, à cet endroit-là, il n'y a pas de carnet de chèques, il n'y a pas de facture, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, et pour revenir au climat, pour prendre un autre exemple, quand nous balançons du CO2 dans l'atmosphère, c'est une action de recyclage, de retraitement, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a une partie de ce CO2 qui est quand même réabsorbé par les océans et la forêt. Si ça se réchauffe, c'est pas tout à fait assez est repris par les océans et la forêt, mais ce service-là de retraitement, on va dire ça comme ça, il est gratos. Il est pas payé. Donc notre système économique est très bizarre, il fonctionne comme si toutes ces choses-là, toutes ces merveilles-là, elles étaient gratuites, sans prix. Donc évidemment, tous les systèmes économiques, tout le système de management, la manière dont on compte nos profits, dont on compte nos résultats, notre performance, elle ignore totalement le rapport de l'espèce humaine à la nature. C'était peut-être pas très gênant il y a 2 siècles, c'était peut-être pas très gênant il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça devient une grave erreur. Donc la refonte de nos systèmes, elle commence déjà par ça. C'est compter vraiment autrement pour prendre des décisions qui ne sont pas des catastrophes par rapport à cet enjeu naturel. On n'aura pas... Qui va faire ça? Qui va instaurer ça? C'est le pouvoir politique qui va le décider, l'imposer? C'est le pouvoir politique qui dirige? C'est l'opinion publique qui va le réclamer? Alors, modifier en substance et en profondeur la manière dont on prend nos décisions économiques et dont on gère ça, ça va se faire par des mouvements d'ensemble. Et donc, je ne crois pas un instant à un Deus ex machina qui va dire « ça y est, c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai rêvé la vérité ». Mais je crois à des mécanismes progressifs de prise en considération de ces sujets. Alors, progressif, sur combien de temps? Alors, il faudrait aller très vite. Et je crois qu'on ne va pas aller aussi vite qu'il le faudrait. Donc c'est du wishful thinking, ce qu'on est en train de Non, faire. parce que il ne se passe pas rien. Il ne se passe pas rien. Donc je vais prendre un exemple pour être très concret, et puis après on en rediscutera, parce qu'il y a plein d'autres exemples. Mais une manière de dire je mets un prix à la nature qui s'intègre dans les comptes des acteurs, c'est cette fameuse histoire de taxe carbone. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dit j'émets un polluant, je dois payer quelque chose en contrepartie du fait que j'émets un polluant. Ça s'appelle la taxe carbone, donc il y a plein de mécanismes qui le font. Alors, ils sont extra-comptables, parce que faire de la réforme profonde de la comptabilité, ça va prendre un peu de temps, mais c'est un sujet qui est débattu, qui est un sujet qui devient un sujet de société. Et la bonne nouvelle, je crois,
des derniers mois, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas à côté de la vie économique et sociale, mais on est bien dans la vie économique et sociale. Donc on commence à comprendre que c'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des dispositions qui changent un peu les équilibres sociaux, qui changent la manière que les uns et les autres vont avoir de vivre et de consommer. Et donc c'est en train de se faire. Simplement, peut-être pas assez vite, évidemment. C'est quoi vite? Vite, je vais prendre un exemple très concret. C'est demain, en fait, qu'il faut le faire. Il faut le faire. Je ne suis pas un dictateur tout puissant, donc si on se dit on fait un truc vite, fort, et que dans une démocratie, les citoyens ne sont pas du tout d'accord, c'est compliqué. Il faut faire plus de propagande, il faut faire comme une propagande de guerre, comme a fait Churchill, en identifiant les ennemis. Quels sont les réels ennemis? C'est le consommateur, c'est l'entreprise, c'est le pouvoir public. Quel est l'ennemi? L'ennemi, pour le climat, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais qui fait ça? Alors, on est tous co-responsables de ça. Donc moi, dans le grand débat, c'est la faute si on prend les chaînes de valeur, on va dire les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, il faut bien les extraire de terre. Et donc le grand coupable, c'est l'extracteur. Donc là, on va faire de l'anti-extractivisme, on va dire. Il faut tirer à boulet rouge sur ce maillon de la chaîne. Sauf que derrière les autres maillons, c'est que ces ressources minières, elles sont transformées. Alors on va peut-être dire non, en fait, le vrai coupable, c'est le gars qui fait la transformation. C'est le gars qui fait la raffinerie. Parce que les chaînes ne sont pas toutes intégrées. Donc les gens qui font de la mine ne font pas forcément tout. Puis après, on va dire, ah ouais, mais attends, il y a du transport. Donc les vrais coupables, c'est les mecs qui transportent. Mais après, ah ouais, mais attends, le pétrole en question, si je prends que le pétrole, parce que j'ai dit, il y a charbon, gaz et pétrole. Mais si je prends le pétrole pour commencer, je ferai le charbon après. Le pétrole, il sert dans des machines, par exemple des bagnoles ou des avions. Ou alors il sert pour faire du plastique. Et alors, alors c'est peut-être la faute des gens qui demandent que ces produits-là ça fait, parce qu'on est quand même tous assez contents de pouvoir se déplacer, on aime bien ça. Et si je comprends un peu la situation sur l'aérien, il y a un peu de discussion à gauche à droite, mais les gens sont quand même très très contents de voler. Bon. Et parce qu'ils considèrent que c'est à droit, et puis en plus, ça a des avantages, ça fait voir... Interdire les vols intérieurs domestiques Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que la chasse aux coupables, moi, je ne suis pas câblé comme ça. Je pense vraiment qu'il y a une chaîne de responsabilité. Et je pense qu'il faut d'abord bien prendre en considération cette chaîne de responsabilité pour savoir quelles sont les actions à mener dans l'ensemble de la chaîne. Donc, neutraliser la publicité, est-ce que ça en fait partie? Alors, je pense que là, clairement, si on prend les histoires de voitures et le fait qu'aujourd'hui, en France, le SUV s'impose et donc nous fait reperdre une partie de la bataille qu'on avait commencé à gagner sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux voitures, là, c'est évident pour moi que la publicité a un rôle. Je ne dis pas que la publicité, c'est le diable absolu et que du coup, crac, il faut s'interdire tout ça. Je dis juste, la publicité a un rôle et juste... il serait de bon ton de commencer à être un peu transparent sur le fait que vendre des SUV, ça contribue massivement à aggraver le problème. On rajoute quelque chose sur le climat, on rajoute quelque chose sur les mesurettes, on rajoute quelque chose... Ouais, on va rajouter 2-3 trucs. C'est que tant que les intérêts des acteurs ne sont pas alignés du tout avec les intérêts de la planète, on va avoir un problème de fond. Ouais. Et donc pour faire cet alignement d'intérêts, il va falloir qu'on mette en place des dispositifs à tous les étages qui sont de nature à faire cet alignement. Donc en gros, moi, si je voulais résumer ma pensée, je pense que ceux qui me proposent des solutions uniques, j'ai trouvé la solution magique. Alors par exemple, vous avez des économistes qui disent la solution magique, c'est la taxe carbone. On fait une taxe carbone mondiale. Et puis, crac, on a résolu le problème. Je dis, ça, vous êtes un tout petit peu optimistes, les enfants. Ça va pas le faire comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'il faudrait que cette taxe carbone soit à un prix tellement élevé qu'on aura des manifs généralisés dans tous les pays du monde avant d'y arriver. Donc c'est pas réaliste.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de mon point de vue à moi, il faut effectivement mettre un prix au carbone pour bien faire comprendre aux uns et aux autres qu'on ne peut pas continuer à émettre des gaz à effet de serre comme si de rien n'était. Mais ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place dans tout un tas de secteurs d'activité des normes, des règlements pour cantonner par voie administrative un certain nombre de pollutions. Donc, par exemple, dans le domaine de la voiture qu'on a évoqué, mais il y a plein d'autres domaines, il y a des mesures à prendre. Dans le domaine du charbon, on ne s'en sortira pas tellement autrement que par des actions administratives assez fortes au fur et à mesure de déclassement de centrales au charbon. Bon. Et puis, troisièmement, je crois vraiment, puisque... C'est ce qui est en train de se passer. La Chine fait une politique d'investissement sur les usines à charbon qui est... Ça se fait un tout petit peu. La Chine a déclassé toute une série de centrales au charbon les plus dégueulasses, et donc ça se fait progressivement. Et elle en a remplacé par 10 moins dégueulasses, c'est ça? C'est clair qu'en ce moment, il y a encore un problème massif chez les émergents, mais je voudrais quand même insister sur un tout petit point, c'est que les débats ne se posent pas de la même manière, et d'ailleurs le rapport au PIB ne se pose pas de la même manière, selon la situation socio-économique du pays. C'est sûr que le Bhoutan... Quand on est au Yémen et qu'on est en train de crever de faim et on est dans la guerre, les problèmes ne se posent pas de la même manière que quand on est un émergé, comme la Chine, qui n'est plus un émergent, qui est un pays très développé, même s'il y a encore beaucoup d'inégalités, ou quand on est les États-Unis ou l'Europe, où là, la question principale des Européens, des Américains, c'est d'accepter l'idée que la consommation matérielle, c'est un peu derrière nous. Alors, la consommation matérielle, c'est un peu derrière nous, donc ça me permet de faire un petit saut de mouton sur la finance. La régulation de la finance, la régulation du capitalisme, est-ce que ça passe par des choses plus coercitives comme des investissements verts, des investissements... Ouais. Si je peux me permettre de faire un tout petit... Mais permettez-vous un petit recul historique dans la question du capitalisme qui nous occupe là très fondamentalement et qui va nous occuper pendant quelques minutes. On a une histoire assez longue. Bon, alors, je ne vais pas reprendre depuis le début des temps. On ne va pas la reprendre depuis le début des temps, mais si on la reprend tout simplement 19e siècle, l'idéologie dominante, c'est quand même le scientisme. Auguste Comte, elle a une très très grosse foi en la science, croisée avec une idéologie dominante, c'est qu'il faut laisser faire, laisser passer. Donc le 19e siècle, c'est une époque de l'économie occidentale, je ne parle pas d'autres pays pour le moment, on va parler de la naissance du capitalisme, enfin le développement du capitalisme en Europe, c'est une période où les crises sont permanentes. Bon, mais l'idéologie dominante, c'est laisser passer, le marché se régule tout seul, et le bois mort, les entreprises qui sont pas bonnes vont mourir, et puis ça va redémarrer, etc. Et l'offre fait sa demande, et donc tout ça, ça marche très bien. C'est théorisé, hein, pas mathématiquement, mais c'est théorisé. Bon. Arrive là-dessus la Première Guerre, puis surtout la crise de 29, et là, le retour à l'équipe se fait pas du tout. La crise s'enfonce, les banques déposent le bilan, et les États-Unis connaissent un niveau de chômage énorme. Cette crise-là traverse l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des contre-réactions massives. Et la guerre. Avant la guerre, on va parler quand même 2 minutes de ce qui se passe en Allemagne. Donc des régimes très autoritaires se mettent en œuvre. Et des régimes autoritaires qui se mettent à raisonner pas du tout selon les codes libéraux. On va dire ça comme ça, pour être simple. L'Allemagne se réarme à toute vitesse, fait marcher une forme de planche à billets par les bons de travaux, c'est bien documenté, hein, ça c'est vraiment clair. Et avant de se réarmer et de créer les routes, les autoroutes, je ne suis pas du tout en train de faire une ode et de féliciter le tyran qui était au pouvoir. Je suis juste en train de dire. Surtout les autoroutes, c'était pour faciliter le passage des blindés. Pas au début. Au début, il y a plein de travaux qui sont faits. Pour fidéliser le peuple. Pour mettre tout le monde au boulot. Et ça marche. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette période-là est un peu particulière parce qu'elle montre qu'une volonté politique forte permet de sortir d'une crise majeure. Bon. Pendant ce temps-là, le New Deal avec Roosevelt, c'est aussi une reprise en main du politique. Alors, part de l'endettement, hein, je vous coupe. Pardon ? Part de l'endettement, c'est-à-dire que les Allemands sont sortis de la crise, ou du moins ont comblé la crise, en faisant de l'endettement.
Les Allemands ont un marque qui est très peu apprécié à l'extérieur des frontières allemandes, et donc ils font ce qu'on appelle des bons de travaux, et donc en gros les entrepreneurs allemands sont payés par des bons de travaux, donc une espèce de planche à billets interne, sauf que ces fameux bons de travaux sont réescomptables à la Reichsbank, et donc ils peuvent valoir monnaie. Bon. Je ne rentre pas trop dans les détails, c'était surtout pour dire que très globalement, toute la période après la crise 29, c'est une période où les codes, les raisonnements sont très différents de ceux qu'ils étaient pendant la période où on croyait au tout marché et au laisser-faire. Donc on a ce cas allemand qui est très très marquant, on va dire ça comme ça. On a dans la même période les pays communistes qui ne fonctionnent pas du tout sur le libre marché, évidemment, et on a Roosevelt aux États-Unis qui sépare les banques. Glass-Steagall Act. Glass-Steagall Act, qui fait un programme de grands travaux, qui remet une partie de la population américaine au boulot, sauf que ça marche pas complètement, parce qu'il a une perte de majorité. Les gens orthodoxes lui reprochent de faire du déficit budgétaire. Il calme son programme, et du coup, ça se met à moins bien marcher qu'avant. Et ce qui sort définitivement les États-Unis de la crise, c'est la Deuxième Guerre mondiale et l'industrie de l'armement, qui est d'abord au début mis en place pour aider l'Angleterre et donc les Alliés, et qui ensuite se démultiplie massivement au moment de Pearl Harbor, où là l'industrie automobile est transformée, pas entièrement, mais vraiment fortement en industrie de guerre. Donc là, on a une deuxième partie de la... Bon. Et donc, ce moment de l'histoire fait que jusqu'aux années 70, on a des pays soit communistes, soit keynésiens, dit-on, c'est-à-dire assez dirigistes, et on a une période qui est, sur le plan écologique, pas très satisfaisante. Les 30 Glorieuses, c'était une période où on continue à pas du tout s'intéresser... Open bar. Voilà, c'est ça, c'est open bar. C'est votre génération un petit peu, non, un peu. Moi, je suis né en 1955, après, ouais. Donc j'en ai bénéficié. C'est la génération des parents, puis c'est une génération de reconstruction. C'est une génération, voilà, bon, avec des taux de croissance élevés, presque comme ceux que connaît la Chine aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les grandes réflexions de régulation du capitalisme, cette période-là, qui est reconnue par certains comme étant une période, si on oublie l'écologie, ce que certains font, comme plutôt positive, puisqu'il y a de la croissance, et donc la croissance, c'est quand même le baromètre de beaucoup de gens, c'est une période très dirigiste, en fait. Hein. Et donc avec un plan, et avec un système financier qui est ultra réglementé. On oublie tout ça à partir de l'arrivée au pouvoir de Reagan et de Thatcher. Et là, on rentre depuis les années 70. Donc là, c'est l'année où moi, je deviens jeune adulte, on va dire ça comme ça, dans une période où la pensée dominante devient le libéralisme, devient le libre-échange. Et cette pensée dominante, progressivement s'impose, et y compris dans la construction européenne, et y compris par la social-démocratie. Donc l'ère Delors, même l'ère Mitterrand finalement, c'est des ères où on rentre dans l'idée que finalement il n'y a pas tellement d'alternatives. Hein, le fameux TINA de Thatcher, c'est cette période-là, et évidemment c'est accéléré, enfin évidemment c'est rien d'évident, mais il se trouve que c'est accéléré par la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique, où là, le TINA, c'est, vous voyez bien, le seul truc qui marche, c'est l'économie de marché, le capitalisme tel qu'il est. Les autres, là, ils se sont plantés. Alors, maintenant... Ce qui était largement fou, ils se sont plantés parce qu'ils ont suivi l'industrie de guerre. Une vision très naïve de l'histoire, mais c'est comme ça que c'était quand même... C'était fait à dessein, la vision très naïve, c'était pour présenter un joli petit conte pour enfants, pour les petits professeurs d'économie. Ce qui est tout à fait certain, c'est que les think tanks très libéraux... les quoi ? Les think tanks... Comment on appelle ça ? Des cercles de pensée, Les cercles de pensée, c'est ça. Excusez-moi de cet anglicisme. Des trucs qui servent à rien. C'est très utile et très puissant. Financé à tour de bras par les grandes fortunes américaines, ils promeuvent... Pour imposer une idéologie. Ils promeuvent une idéologie qui s'impose. Bon. Et ce qui est assez curieux, je trouve, et assez ironique, c'est les formes du capitalisme en Chine.
puisque la Chine se met à devenir un acteur majoritaire et dominant. Et donc aujourd'hui, on a dans le capitalisme un régime très libéral incarné par les Américains et un régime pas du tout libéral sur le plan démocratique et sur le plan économique qui est mixte, qui est très mixte, qui est le capitalisme chinois et qui est très puissant. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la régulation du capitalisme, pour moi, il est extrêmement simple. C'est qu'il n'y a pas de théorie qui pourrait nous donner à penser qu'il faut forcément une économie de marché laissée à elle-même et que c'est la bonne manière de faire. Je crois qu'il y a même pas mal d'exemples et pas mal de preuves et pas mal d'indications qui disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Et si on met les questions d'écologie et l'Anthropocène au cœur du jeu en se disant ouais, quand même, c'est l'avenir de milliards d'êtres humains, si ce n'est de l'humanité, qui est en jeu aujourd'hui, et qu'on commence à prendre conscience et à avoir un petit peu peur, quoi, une petite émotion là, sur le fait, attention, les climatologues ne disent pas que des plaisanteries, on se rend compte qu'il faut mettre sur la table, remettre sur le métier la grande question de la régulation du capitalisme. Et la régulation du capitalisme, ça ne consiste pas à dire je laisse faire, la finance elle fait ce qu'elle veut, elle est en train de se verdir et tout va bien, c'est la fête. Je vous ouvre une petite parenthèse, parce que je vous vois dans une envolée très optimiste de régulation du capitalisme. Si on commence à réguler un système bancaire qui est déjà too big to fail, il va se passer quoi? On prend entièrement contrôle des banques, on prend entièrement contrôle sur les salles de marché, non, non, on ralentit la croissance exponentielle de certains produits financiers. Oui, non, pas tout. Oui et non. C'est-à-dire, oui, non. Si on prend l'exemple de Roosevelt, là, qui est quand même assez typique, il n'a pas nationalisé le système bancaire. Il a simplement dit, moi, je veux un système bancaire qui sépare les activités. Je dis même pas, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui ce soit vraiment la solution, à supposer qu'on y arrive, parce que elles sont pas que too big to fail, nos chères banques. Elles sont aussi très... Attendre 2 petites années qu'elles soient un petit peu plus fatiguées, et puis là, on pourra leur mettre un petit Glass-Steagall Act. En tous les cas, avant même de parler de Glass-Steagall Act, on peut déjà commencer à se dire il faut renforcer les fonds propres de manière un peu substantielle, ce qui n'est pas le cas. Les quoi? Les BAL 3, c'est ça? Oui, les fonds propres. On peut... c'est quoi les fonds propres, pour expliquer? Une entreprise comme mon entreprise à moi, Carbone 4. Prenons par exemple la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, les fonds propres, c'est les capitaux qui ont été mis au départ dans la création de cette entreprise, auxquels s'accumulent les réserves, c'est-à-dire les profits qui ont été faits les années ultérieures à la création et qui n'ont pas été distribués. Donc c'est ça les capitaux propres. Bon. Toute la question de la régulation et le lien entre la régulation et l'écologie, parce que c'est ça le cœur de la discussion, c'est... Du point de vue de la stabilité financière, il y a de bonnes raisons de considérer qu'il est important d'augmenter ces fameux fonds propres, donc d'obliger les banques à laisser beaucoup plus d'argent. Au cas où il y a un pépin. Au cas où il y a un pépin, parce que si ces fameux fonds propres sont trop petits, s'il y a un pépin, la banque fait faillite. Alors, comme elle ne fera pas faillite, c'est nous, la Deutsche Bank, ce sera les Allemands. Socialisation des pertes. Voilà, c'est ça, qui sont ça. Mais le deuxième truc simultané de régulation, et c'est ça qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que le deuxième truc simultané qu'il faut arriver à faire, c'est que l'orientation du système financier soit telle qu'il cesse de financer le fameux brown, c'est-à-dire les activités désastreuses pour l'environnement, et qu'il augmente la manière dont qu'il a de financer les activités dites vertes. Bon. C'est pas un peu du greenwashing, les activités dites vertes? Non, si on a des métrologies, des manières de compter qui sont assez claires. Je redis, le changement climatique, on sait de quoi il s'agit. On sait que c'est des gaz à effet de serre. Donc financer le nucléaire. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait que il fallait organiser la double régulation, une régulation concernant la stabilité financière, de sorte que ces activités financières ne nous pètent pas à la tête. Vous pouvez. Et sachant, quand même, petite parenthèse dans la parenthèse, je termine, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est que si elles nous pètent à la tronche, ces fameuses banques, c'est très mauvais pour les questions d'écologie, parce que dans la période 2007, 2008, 2009, où ça a commencé à mal tourner... Les Grecs ont rasé toutes les forêts. C'est pas tellement que ça, c'est que les États se retrouvent impécuniers, le court terme devient la priorité absolue de tout le monde, parce qu'il faut
faut survivre. Et donc tout ce qui est à un horizon un peu plus long, donc typiquement nos sujets, passe complètement à l'as. Donc les questions de stabilité financière sont quand même extrêmement importantes. Deuxièmement, et dans l'autre sens, aujourd'hui, Je mets une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Vous parlez de risque financier. Il y avait notre j'arrive même pas à le prononcer, notre Emmanuel Macron, qui était à Genève, ouais. et qui a alerté sur ce capitalisme qui allait nous amener le chaos. Est-ce que vous voulez nous délayer un petit peu les échelles de menaces que représente le système financier? Alors, on va essayer de l'illustrer de manière un peu concrète sans faire voler les milliards. Parce que les milliards, là, ils volent par milliers de milliards. Donc, billiards. Ouais, en trilliards. En trillions. Ils volent en trillions. Mais sans les faire voler. Un trilliard, ça fait combien de milliards? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un trilliard, mais un trillion, c'est un millier de milliards. Et donc, c'est ces milliers de milliards qui volent dans les bilans des banques. La BNP, par exemple, pour prendre un exemple, le total de son bilan, c'est 2000 milliards d'euros. Le PIB français. Voilà, à peu près, mais simplement, elle manipule beaucoup plus que ça dans les fameux produits dérivés qui sont... Effets de levier avec des effets de levier considérables. Bon. Et ça, c'est pas dans le bilan, mais ça pèse aussi assez lourd. Donc, juste un tout petit point, c'est que ce qui s'est passé dans la crise de 2008-2009 et il est tout à fait concevable que ça se reproduise demain, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, c'est des effets de faillite en cascade, c'est-à-dire que vous avez tout d'un coup des activités supposées rentables qui ne le sont plus. Qui n'ont jamais été. Financièrement, voilà. Enfin bon, peut-être que les bilans étaient faux, mais on n'en sait rien puisque c'est au débouclement que ça se fait. Et donc à ce moment-là, comme les banques se tiennent toutes les unes par la barbichette des autres, c'est tout le système qui part en capilotade et c'est ce qui s'est passé en 29. Les entreprises peuvent plus être financées parce qu'elles ont plus confiance. Et voilà, il n'y a plus de cash nulle part et tout d'un coup, on a un effondrement du système financier. Et là, évidemment, personne n'aime ça parce que... Si, ça peut... Moi, j'adore ça. Ouais. Quand le VIX s'envole... Non, il y en a dans le système financier. Non, mais il y en a qui spéculent sur ce genre de... Est-ce que vous avez pris en considération l'écrétage spéculatif de tout ça ou ça ne représente rien du tout? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, donc je réponds non, j'ai pas fait. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'on est obligé en ce moment de s'occuper de cette question-là et de ce risque-là. On est obligé de considérer l'autre risque dans l'autre sens. C'est-à-dire le fait que la déstabilisation possible des activités industrielles qui sont liées au changement climatique. Donc supposons que demain matin, on dise les grandes capitalisations boursières, Exxon, Total, pour ne pas la nommer, se mettent à être imposées de devoir arrêter ce type d'activité. Parce qu'on se dit, grosso modo, il va falloir quand même cesser d'extraire la grande majorité du charbon, du pétrole et du gaz qu'il y a sous terre. Et là, il y a Total qui rigole. Et là, il y a un tout petit sujet, parce que tout d'un coup, quelque chose qui valait beaucoup d'argent n'en vaut plus beaucoup. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça déstabilise le système financier. Et les régulateurs, avec qui on discute quand même un peu régulièrement... Les quoi? Les régulateurs, donc les gens qui s'occupent de réguler le système bancaire et financier, donc qui sont par exemple les gens qui travaillent dans les banques centrales, ils font ça très bien, ils ont peur aussi de ce risque-là. C'est-à-dire, attention, on a un risque qui est que ces activités-là, si on les arrête trop vite, ça crée des rumeurs de marché, ça crée des vagues de difficultés parce qu'il y a des acteurs financiers qui ont des portefeuilles de titres dans lesquels, s'ils se mettent à plus rien valoir, la banque se pète la figure. C'est pas inextricable? Non, je crois pas. Et dernier risque de grande prise en considération depuis quelques années, c'est dans l'autre sens, si on laisse faire le changement climatique, à ce moment-là, on a des activités qui vont... L'assurance? Non. Si on laisse faire le changement climatique, on va avoir des dégâts physiques et matériels sur tout un tas d'entreprises qui, donc, elles-mêmes vont se mettre à plus rien valoir du tout, parce qu'elles seront impactées par ces fameux désordres. Et jusqu'à présent, ces dégâts-là étaient considérés comme étant très très loin. Et tout d'un coup, on se dit, c'est pas si clair que ça. Hein. Il y a des entreprises, notamment des entreprises européennes, qui ont eu des ennuis très, très sérieux au Texas du fait d'incidents climatiques un peu graves. Donc, aujourd'hui, le système financier, il est au carrefour de 3 grandes crises possibles, qui sont la crise intrinsèque de l'instabilité financière,
la crise qui serait... On va très vite dans la transition pour atteindre nos objectifs 1,5 degré ou 2 degrés, où on laisse traîner le truc, mais là, c'est les incidents climatiques qui commencent à arriver. Donc, moi, mon sentiment très fort, c'est que ce petit milieu-là, qui était totalement indifférent à ce sujet, il y a... On va le chiffrer, on va dater. Avant 2014, le temps passe, hein, ça fait 5 ans, commence à se dire, oulala, faut vite se mettre autour de la table pour commencer à discuter de ça. C'est là où on en est. Hein, alors que le GIEC a attiré notre attention sur tous ces sujets-là il y a quelques décennies. Le Club de Rome. Le Club de Rome, sur le climat, ils n'étaient pas très précis. Le Club de Rome, et par ailleurs, moi j'ai beaucoup les travaux du Club de Rome, parce que c'est vraiment très innovant. C'est la première fois qu'on a des travaux systémiques qui permettent de mettre sur la table toute une série de problèmes qui sont les ressources, la pollution, la régulation globale. Mais à l'époque, ça n'avait pas valeur de solidité scientifique comme ce que peut avoir comme valeur de solidité scientifique les rapports actuels du GIEC. On était en train de vulgariser les trillions de trilliards de milliards. Ça représente quoi? Faites-nous une petite métaphore autour de ça. Risque bancaire. C'est pas facile à... Je sais pas faire, ça. Je sais pas faire. Je sais pas comment représenter des billets de milliards. Déjà, 1 milliard, je trouve que c'est compliqué, sauf pour les milliardaires. Les milliers de milliards, je sais pas répondre. On va se réouvrir une petite parenthèse. Le monde politique est bien conscient de ça, non? Ils sont quand même bien informés, vous les informez correctement, ils ont des services qui les informent sur le risque bancaire, le risque climatique. Bon, pour être tout à fait trivial, ils arrivent en partie niveau 12 tout de suite. Ils ont un système financier qui est très précaire, qui évolue dans un système overstretch, hyper tendu, sur tout un tas de facteurs. Est-ce que vous pensez qu'on a un système politique qui a les épaules pour faire cette transition-là, ou simplement on continue de discuter sympa, le système financier va se réguler auprès des régulateurs des banques centrales, les agences de notation vont continuer leur petit manège, tout va bien se passer, et puis on va enterrer votre génération, oui, ok. Et puis on commencera à faire le boulot, ou... C'est gentil. La probabilité que les choses se passent tout seul et très bien est faible. Elle est faible parce que si je prends l'Europe, qui est un système politique qui a une bonne sensibilité, je ne parle pas des... On va dire non, pardon, je m'exprime mal. Le système politique est assis sur une région du monde, il y a 500 millions de personnes qui ont une sensibilité aux questions d'environnement, on va dire ça comme ça, qui n'est pas nulle. Et qui a un rapport à l'espace ou à l'infini qui n'est pas du tout le rapport américain-australien. Ce qui est très très étonnant dans le système, dans les représentations culturelles américaines ou australiennes, c'est des représentations de l'infini. C'est pas tout à fait par hasard que le transhumanisme et toutes les idéologies qui visent à nous dire mais il n'y a pas de limite. Si la technologie va nous sauver. Oui, ça c'est pas étonnant qu'elle se développe dans des régions du monde de grandiosité, si j'ose ce terme. L'Europe, c'est pas le cas. L'Europe, d'abord, c'est des régions qui ont connu des guerres. C'est des pays où la concentration est pas celle de la Chine. Enfin, elle est quand même assez forte. Les espaces sont limités. On n'a pas ce sentiment infini. Bon, malheureusement, le système politique européen, il est cafeté sur des dogmes et sur des considérations qui s'imposent aux uns et aux autres, qui empêchent massivement de donner un élan rapide et à la hauteur des défis. Ça me paraît vraiment assez clair. On a beaucoup, moi j'insiste beaucoup sur cette affaire de dogmatisme parce que je pense vraiment que le blocage banque centrale, déficit budgétaire, pacte de stabilité et de croissance, tous ces mécanismes-là sont complètement intriqués et créent des résistances et une viscosité considérable face alors qu'il faudrait prendre des mesures rapides. Il y a quand même un avantage, non pas à ce système dogmatique dont on pourrait reparler 2 minutes tout à l'heure, mais à la question démocratique en Europe. Ça, c'est quand même un avantage.
c'est que le temps de l'élaboration commune est quand même un temps important. Ce qu'on a vu tout à l'heure, moi je crois, si je reprends un peu mon avis sur les histoires de Gilets jaunes, que le problème massif qu'a eu ce pouvoir-là, c'est son manque complet de crédibilité et de sincérité sur la question climatique. Donc on n'a pas cru du tout le président de la République, on n'a pas cru son Premier ministre, quand il nous disait on s'occupe de la question climatique et d'ailleurs on va mettre en place une taxe carbone pour cette affaire-là. Les gens ne l'ont pas cru du tout. Parce que l'ensemble des dispositifs qu'il faut mettre en place, si on veut être sérieux dans la lutte contre le changement climatique, ne se résume pas du tout à la taxe carbone. On en a élaboré quelques petites touches là depuis qu'on parle ensemble. Mais je pense qu'il y a vraiment ce problème-là. Et donc, de mon point de vue à moi, l'avantage européen, c'est la capacité de discuter collectivement pour prendre collectivement ensemble la mesure du défi à relever, pour prendre collectivement ensemble la mesure du fait que c'est pas avec les outils pré-anthropocènes et avec les modes de raisonnement pré-anthropocène qu'on va régler le problème qui est posé par la question de l'anthropocène. Et moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée que la solution, c'est en gros une dictature verte. On va, comme il y a urgence, crac, on va installer un pouvoir fort qui va régler le problème. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Alors pour une raison assez simple et assez évidente. Ça risque de se faire tout seul, non ? Non, je ne crois pas. Mais je voudrais quand même développer l'argument. Si les fondamentaux de stabilité sociétale se cassent la gueule, que l'écologie se dégueule, on va avoir quoi, des gouvernements un peu plus fermes, non ? Oui, je voudrais quand même avancer l'argument pour lequel je ne crois pas à cette affaire de dictature verte ou de despote éclairé. De mesures coercitives pour les... Non, de despote éclairé. Il y aura des mesures coercitives. Les despotes sont toujours éclairés. Hein. Oui, c'est ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, l'argument est assez simple. C'est Amartya Sen qui a développé cet argument. C'est-à-dire, les pays où il y avait le plus de famine dans toute l'histoire, qu'il a regardé lui en détail, c'est précisément des pays de dictature. Parce que le dictateur a aucune raison de laisser passer l'information. Donc les gens crevaient de faim dans les coins, ça ne se savait pas, puisque l'information ne circule pas. Donc je suis très très sûr que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais malheureusement il va y avoir des dégâts. Sur la démocratie ? Non, il va y avoir des dégâts sur les gens, sur les vrais gens. Et les dégâts sur les vrais gens, dans une démocratie, ça appelle la résolution du problème. Dans une non-démocratie, les dégâts sur les vrais gens, tout le monde s'en fout, parce qu'il y a un chef au pouvoir qui se fout des dégâts sur les vrais gens, puisque de toute façon, il n'a pas besoin des vrais gens pour être réélu. Bon, donc, j'insiste un peu, parce que les dispositions, les dispositifs démocratiques qui sont lents et qui nous ralentissent dans l'envie qu'on aurait de traiter le problème, ils ont quand même cet avantage-là, c'est d'avoir toujours cette capacité de faire des cordes de rappel. Parce que si on prend des mesures un peu raides, il faudra prendre des mesures un peu raides. Je dis on, c'est les gens qui... Notre génération ? Non, nous, là, les uns et les autres, les mesures un peu raides vont être prises. Il y a absolument besoin d'un contrôle démocratique et d'un retour d'information pour être sûr qu'on va dans le bon sens, qu'on ne se trompe pas. Et ce retour d'information, il suppose des libertés. Il suppose qu'on soit capable, nous, encore de se parler, que moi, j'ai encore le droit d'exprimer ce que j'ai envie de dire, mais moi, vous, les autres, de manière à ce que l'information circule. C'est important parce que la tendance naturelle des gens qui voient le niveau de stress augmenter et qui voient l'ampleur des défis, ça va être de dire, bon allez, on arrête de discuter, maintenant, moi je vous dis que la solution c'est ça, je pense que ça ne marchera pas. Donc, du coup, ce à quoi je crois, moi, pour revenir à la vision très globale et très systémique... C'est une réunionite aiguë. C'est que, je reprends, les dispositions qu'il faut mettre en place pour y arriver sont des dispositions qui touchent l'ensemble des acteurs. Puisque j'ai dit tout à l'heure, cherchons pas les coupables, on est tous co-responsables de ce bazar-là. Bon. Donc l'ensemble des acteurs, la finance, les États, les collectivités territoriales, les entreprises, les ménages, tous ces groupes d'intérêt, là, on va dire ça comme ça, doivent entrer en mouvement, chacun avec des
des actions spécifiques et différentes, et avec chacun devant recevoir... Ça a été modélisé, ça, ou ça reste un appel au C'est impossible à modéliser de manière précise. C'est quoi? C'est chercher un consensus? Non, c'est pas des consensus. Non. Je vais être plus concret pour qu'on... Je me fais l'avocat du diable, j'essaie de vous titiller un peu. Hein. Non, mais vous avez raison. Je vais essayer de prendre bien un exemple. Factuel, concret. Voilà. Non, mais on va dire ça. On va dire, bon, nous, on fait des petits travaux là chez Carbone 4 actuellement pour se dire, supposons qu'un ménage motivé veuille réduire son empreinte carbone. Au Burkina Faso. En France. Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit sa consommation de viande rouge. Parce que consommer la viande rouge, c'est avoir fait vivre un ruminant qui va émettre... Vous l'avez fait, vous Moi, je réduis fortement. Alors moi, je suis ce qu'on appelle flexitarien. Je réduis fortement ma consommation de viande rouge. Bon. On va dire prendre les moyens de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là, je vais à pied, moi je suis facile parisien, et ainsi de suite. Ça veut dire réduire les températures de consigne, etc. Bon. Faire ça, ça permet de réduire un peu son empreinte carbone, mettons que ça permet de la réduire de 20%. Or, pour être neutre carbone, c'est-à-dire pour arriver en 2050 aux objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire la zéro émission nette, neutralité carbone, il faut diviser au moins par 5 ou 6 ou 7 notre empreinte carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur des leviers sur lesquels la pure vertu ou la pure envie de bien faire ne fonctionne pas. Bon. Qu'est-ce qui émet du CO2? C'est nos machines, c'est nos équipements. C'est les usines dans lesquelles ces machines et ces équipements sont fabriqués. C'est ça qui émet du CO2. Donc là, on voit bien, et c'est l'organisation. C'est le fait que si je suis à 30 km de Carpentras, dans une maison mal isolée qui chauffe au fioul, je peux être vertueux, je suis quand même très embêté pour régler ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est tricoter des pulls. C'est ça, mon ami. Et donc, il va falloir un jour que je pense à changer de chaudière au fioul. Il va falloir que je me dise, ma maison, est-ce qu'il ne faut pas que je l'isole? Donc, il va falloir dépenser de l'argent, ce qu'on appelle investir. Et il va falloir que les collectivités territoriales investissent. Il va falloir que les collectivités territoriales investissent dans des transports en commun moins émetteurs de gaz à effet de serre. Il va falloir que les industries et les industriels investissent pour faire des dispositifs et des machines qui émettent moins de CO2. Donc, prenons l'exemple de la voiture, ça veut dire passer des motorisations actuelles qui sont très émettrices de CO2, puisque les bagnoles, ça roule principalement au fioul actuellement, un tout petit peu au gaz, enfin comme en France, c'est essentiellement du fioul. Donc, faire des voitures qui sont soit électriques, soit hydrogène, je ne sais pas quelle est la solution technologique qui va l'emporter à terme, tout ça, ça demande beaucoup d'investissement chez les industriels. Donc là, les mouvements d'ensemble, et le mouvement d'ensemble qu'il va falloir faire, c'est catégorie d'acteurs par catégorie d'acteurs, créer des incitations ou des interdictions ou des règlements. On y arrive. Qui sont de nature à ce que cet acteur-là, progressivement, sa fameuse empreinte carbone, elle baisse. Parce qu'il faut interdire les fraises en hiver. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je ne crois pas. Il y a des secteurs, non, mais il y a des secteurs ou des cas de figure où l'interdiction fonctionne très bien. Si je prends un exemple très concret, il y a un produit qui est très émetteur, qui est très réchauffant, dont le pouvoir de réchauffement est très élevé. Le méthane. Non, c'est les HFC, donc c'est les hydrofluorocarbones, c'est les produits qui sont dans les frigos. Bon. Les acteurs de type grande distribution, je ne vais pas faire la publicité pour les marques. On ne fait pas de pub pour les marques. Oh, donc les grands distributeurs mondiaux peuvent investir massivement aujourd'hui pour sortir de leur frigo dans lequel on va se servir du congé, là, tous ces dispositifs qui sont à base de gaz fluoré. Ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il y a toutes les solutions techniques. Ils n'ont peut-être pas envie. Écoutez, là, justement, sur ce terrain-là, la question de l'envie ne se pose pas, à mon avis. Donc on les taxe. Non, là, c'est beaucoup plus radical. On annonce d'ores et déjà que ce sera interdit. Basta. Donc là, il y a des cas de figure, mais c'est en gros la même histoire que la couche de l'ozone. La couche de l'ozone, c'était des CFC. Le trou de l'ozone, le contraire. Le trou de l'ozone, pardon. C'était des produits de ce type, hein, c'était des fluorés qui avaient, par mécanisme chimique dans l'atmosphère, ils avaient l'inconvénient de faire ce fameux trou.
Là, la taxe, tout ça, ça marche pas. C'est bouffe, j'interdis. Mais simplement, je me mets d'accord sur un calendrier parce que... Un peu comme le glyphosate. Voilà, un peu comme ça. Bon. Donc il y a des cas de non, figure... mais le glyphosate, c'est pas un bon exemple. Non, mais on va rester sur le climat 2 minutes. Donc il y a des cas de figure où la bonne solution collective, c'est l'interdiction pure et dure. Il y a des cas de figure, je vais prendre des cas un peu plus engageants. Dans le domaine de la voiture, faut annoncer une date. Où, mettons, le Brexit. On annonce une date, mettons 2035, 2040. Bon, on annonce une date, on dit à partir de là. réchauffement climatique. Non, on annonce qu'il y aura, on n'aura plus le droit de commercialiser des voitures avec des équipements qui émettent du CO2. Bon. Prenons un autre exemple très très concret. Dans le domaine du logement, il y a encore 4 millions de chaudières au fioul en France. 4 millions de logements. Il faut annoncer tout simplement qu'à partir de telle date, terminé. Donc il y a donc le mélange. Alors les économistes, ils appellent ça le policy mix. C'est un truc très vilain en anglais, mais le mélange de politique publique qu'il faut faire pour résoudre notre problème, il n'est pas inaccessible. Je redis, je ne crois pas qu'il s'agisse d'installer un pouvoir autoritaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui me paraissent très très fondamentales. Deux, je ne crois pas à une solution unique de type on met une grande taxe carbone et ça règle tout le problème. Je ne crois pas un instant. Trois, je pense qu'il faut attaquer les sujets secteur par secteur et acteur par acteur. Bon. Et donc pour venir à la finance... C'est pas un blitzkrieg sur l'écologie. Je ne crois pas, non. Et je ne crois pas parce que ça ne marchera pas. Et donc moi je suis trop convaincu de la nécessité de ne pas échouer pour prendre des paris, je tente comme ça, puis on verra bien. Bah non, on verra pas bien. Non. Et donc, je reviens à un point clé, c'est que pour faire ça, et je reviens à ce que je disais sur l'Europe, il faut impérativement que les dispositifs européens cessent de nous bloquer dans une idéologie totalement mortifère, dans laquelle, pour des raisons qui datent des années 80, parce que ces fameux traités européens, ils ont été fabriqués, et je redis, c'est pas un problème politique gauche-droite, puisque la social-démocratie a été très co-responsable de ce truc-là. Donc c'est pas la droite qui a imposé un système que la gauche n'aurait pas apprécié. Bon. Et dans ce système, l'obsession, c'était réduire la place du secteur public, puisqu'en fait on sortait de 30-40 ans de gabegie, de belles périodes de 30 glorieuses, considérées comme étant non pas de la gabegie, mais du dirigisme excessif, de l'empêcher de faire, etc. Bon, donc, c'est votre génération de 68 ans qui a décrété ça comme ça. Bon, et donc cette période-là où on a fabriqué les traités européens, elle a été fabriquée dans un mode de raisonnement de ce genre. C'est aussi pour ça qu'on a créé une banque centrale indépendante en Europe. C'est à la fois parce que les Allemands ils demandaient, mais c'était aussi parce que l'idée c'était, il y a un risque inflationniste permanent. Si l'État, la planche à billets, il va nous fabriquer de l'inflation, et l'inflation c'est très mal. Ça c'était la pensée des années 80-90. Bon. Donc je pense que c'est gravissime pour nos questions à nous. Parce que évidemment, dans tout ce que je viens de dire, j'ai besoin d'un État qui ne soit pas du tout un État dictatorial, ni un État qui impose une vision de manière verticale. Je n'ai pas besoin d'un État vertical, mais j'ai quand même besoin d'un État et de collectivités territoriales qui ont des ressources, des moyens, qui sont revalorisés dans l'idée que, alors si on emploie un vrai gros mot, c'est pas trop idiot de planifier le passage d'une économie totalement carbonée à une économie décarbonée, qui respecte la vie et la biodiversité. Donc planifier, ça consiste pas à prendre sa calculette ou son tableur Excel pour dire tout ce qu'on va faire dans les 20 ans millimètre par millimètre, mais ça veut dire voilà le cadre, le cap dans lequel on va, qui va permettre de transformer l'économie de là où elle est vers là où on veut. Donc là, il n'y a aucun groupe de travail qui fait ça auprès des dirigeants. Aujourd'hui, c'est un peu éparse de ce que je vois, et il y a des tentatives. C'est-à-dire qu'il y a la Cour des comptes européenne dit qu'il faut 1100 milliards par an d'investissement dans les infrastructures pour réussir le pari de la transformation d'économie en bas carbone. Il y a un think tank en France qui s'appelle I4CE, I4CE en français, ex-CDC Climat,
qui fait pas mal de calculs pour dire il manque plusieurs dizaines de milliards par an au rendez-vous si on veut simplement suivre les trajectoires. Il y a en France, il y a en France un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Ça existe, ça. Donc ça existe, sauf que c'est fait dans un silo, dans un coin, et c'est pas du tout un projet de société. Quand Nicolas Hulot démissionne du gouvernement, on dit, pour résumer trivialement, en gros, ils vont pas faire grand-chose, donc bon, je vais voir ailleurs. On n'en est pas un peu là. On a un système inextricable, avec une inertie gigantesque, interconnectée à l'échelle mondiale. Et on prend un exemple très concret, en France. Ouais, je réponds tout de suite. C'est inextricable, sauf que j'adore pas du tout M. Trump. Vraiment, je l'aime pas. Pourtant, vous avez dit dans une interview que Trump était, pas une interview mais une conférence, bon c'était une boutade je pense, Trump c'était une aubaine. Ouais, mais c'était pour une autre raison. Et le fait de dire que c'était une aubaine, c'est qu'il a fait bouger des choses. Et je reviens sur ce que je veux dire là, et puis là, j'ai le temps de développer en une minute, c'est que M. Trump, face à un truc qui était le dogme absolu, le libre-échange mondial, bah, il a dit, bah non, quoi. Non. C'est pas un dogme, quoi. Voilà, quoi. Donc je dis pas que c'est un modèle. Je dis Retour au protectionnisme, mécanisme tout à fait prévisible. Je dis juste, il n'a pas considéré que ce truc-là s'imposait à lui de manière ex-cathedra parce que c'était une vérité révélée. Bon, aujourd'hui, si je prends l'exemple de la question climatique, évidemment qu'on a besoin aussi d'éviter ce qu'on appelle les fuites carbone, c'est-à-dire, vous avez une région du monde qui est ultra vertueuse, qui fait plein d'interdictions. Qui exporte sa pollution. Voilà, mais qui exporte sa pollution, c'est ça l'idée, quoi. Bon, bah, pour éviter ça, en gros, il faut se redire, tiens, mettons des tarifs et des protections douanières, basta. Donc on peut appeler ça protectionnisme si on veut, bah, ça m'est complètement indifférent, c'est pas une question de sémantique. Là, c'est une question juste de se dire, aujourd'hui, la remise en cause des dogmes, elle doit être automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux dire un truc un peu fort, ça consiste à dire... Quand on me dit ça, c'est comme ça, je dis ah bon, pourquoi c'est comme ça Jean-Marc Jancovici, qu'on a cité tout à l'heure, quand il a raison de rappeler la physique. Donc la physique s'impose à nous, mais les conventions de théorie économique, elles s'imposent pas du tout comme de la physique. Donc on a considéré pendant très longtemps que le libre-échange c'était la bonne solution, pour plein de raisons. Si aujourd'hui on se dit, bah non, le libre-échange, c'est pas quelque chose qui permet de sortir de la crise climatique, parce que les régions du monde qui vont être très performantes sur le truc carbone, elles peuvent ne pas être performantes du point de vue traditionnel, ce que je parlais tout à l'heure, de non-comptabilité, puisqu'en fait le libre-échange, c'est un truc de comptabilité à comptabilité, et ben ça veut dire qu'on remet en cause le libre-échange, point barre. Si moi je dis il faut faire un effort de guerre au niveau européen, donc un plan Marshall, pour rénover les bâtiments, rénover les logements, pour transformer l'industrie automobile en évitant que ça profite exclusivement à nos amis chinois, coréens ou japonais, qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'est pas possible parce qu'il y a des conventions budgétaires et comptables qui sont là et qui s'imposent à nous comme de toute éternité, comme la physique s'impose, parce que la physique s'impose. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, remettre en cause. Et le caractère inextricable, c'est un peu un argumentina. C'est-à-dire, on se dit, ah, c'est compliqué, la vie est compliquée, donc on ne s'en sortira jamais. Je vois pas pourquoi. Donc il n'y a pas de raison. On est peut-être un peu tous dans le déni, non ? Vous voulez dire que je suis un peu dans le déni ? Non, j'ai juste dit que vous étiez économiste, mais bon. Je prends un exemple concret. En face de nos côtes, on a balancé les stocks d'armes chimiques pendant des décennies. Ça se sait, on est tous au courant, du moins ceux qui s'intéressent un peu au sujet. On a des stocks gigantesques dans la Manche en face de nos côtes. C'est en train d'être corrodé, ça va dégueuler partout, ça va anéantir toute la faune et la flore dans la Manche pendant des centaines d'années. Mais on s'en fout. Il n'y a personne personne n'en traite. Ils sont tous dans l'incantation autour de ces sujets-là, mais personne ne bouge. Oui, peut-être. Mais si je prends d'autres exemples, on va toujours argumenter. Lesquels je prends la question du plastique. La question du plastique, c'est une question qui est à la mode en ce moment. Pourquoi elle est à la mode ? Parce qu'il y a eu des actions très, très permanentes, très continues et très efficaces de sensibilisation par les réseaux, en fait, les réseaux Internet et les réseaux associatifs qui se sont bagarrés là-dessus. On est encore jusqu'à présent dans l'incantation, mais le passage de « je suis dans l'incantation » à « je fais quelque chose », il peut aller plus vite qu'on ne croit.
Si je prends un exemple très concret, pour illustrer, vous allez me trouver optimiste une fois de plus, mais je persiste. Moi, j'étais en Italie le jour où la loi sur le tabac est passée. C'était quand même très frappant. Du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de fumer dans les tabacs, dans les lieux publics. Ça s'est fait du jour au lendemain. Vous auriez fait une prévision 5 ans avant sur est-ce que ce type de mesure, qui est quand même une mesure d'interdiction, pure et dure, peut passer en Italie? Réponse, sûrement pas, quoi. Et en fait, le truc est passé. Donc il y a quand même des effets de maturité, des effets de maturation. Donc sur le cas précis de vos fûts chimiques, je ne connais pas le dossier, donc j'ai rien à dire, mais je vois bien des cas où la prise de conscience se fait comme ça, pouf, de manière... Il y a une espèce de phénomène de cristallisation. Si je prends un exemple évident, qui est la question des poumons et de la survie en bonne santé de nos enfants et de nous-mêmes dans les villes qui sont asphyxiés par les poussières, par les microparticules, c'est le jour et la nuit par rapport à moi, ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je percevais, de la compréhension sociale de ce sujet, il n'y a même pas 5 ans. Donc à mon avis, le raisonnement qui consiste à dire on est dans l'incantation, il ne se passera rien, et donc forcément tout ça, ça va aller dans le mur, c'est un raisonnement qui consiste simplement à projeter de manière homogène tout un tas de comportements comme s'il ne se passait rien du tout. Vous connaissez Aurélien Barraud? Je ne le connais pas personnellement. Vous connaissez ses théories, ses perspectives, son prisme de lecture? Pas spécialement. Et non, pour savoir si vous le jugez comme un gourou dictatorial vert, un Khmer vert. Non, ce que je vois, parce que je ne connais pas assez bien, ce que je vois, c'est qu'il y a évidemment toute une série d'auteurs et de penseurs qui disent, qui affirment très fort qu'il faut prendre des mesures fortes et radicales sur tous les plans de la vie, parce que c'est la seule manière de... et donc en gros... L'argument, je pense, mais comme je n'ai pas discuté avec lui, je ne sais pas exactement si je ne déforme pas, je pense que l'argument, c'est de dire, si on ne fait pas prendre conscience à l'opinion publique, à chacun d'entre nous, de l'intensité de l'effort qu'il va falloir faire, on ne risque pas d'y arriver, quelque part. Il faut que nos politiques nous montrent le chemin. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut les laisser continuer le jet privé pour faire sans borne, des choses comme ça? Non, vous avez raison de dire que il y a des valeurs d'exemplarité. Donc là où moi je pense que la valeur d'exemplarité était très frappante, c'est par exemple à Davos, quand la Miss Thunberg a dit mais attendez, ils arrivent tous en jet et ça va pas. Greta là, elle a raison parce que c'est clair que c'est très très choquant. Mais pour moi, la valeur d'exemplarité, c'est plus fort que ça. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, il y a les États, les collectivités territoriales, les entreprises et les ménages. Je prends un exemple très très simple et très très concret. On a vraiment besoin que les écoles, dans lesquelles il y a nos enfants, la nourriture soit de bonne qualité et que le goût soit restauré et que donc... oui, ça coûte cher, mais c'est mon débat budgétaire. On en parlera peut-être après si on a le temps. Et deuxièmement, on a besoin que les gamins arrivent dans des écoles où le mode de régulation de la température soit pas j'ouvre les fenêtres parce qu'il fait une température insupportable, parce que j'ai pas de thermostat, parce que j'ai un chauffage qui est complètement délabré, et parce que mes écoles sont des passoires thermiques. Donc la valeur d'exemplarité, pour moi, c'est numéro un, le patrimoine public et ce qui est sous la responsabilité très opérationnelle de l'État et des collectivités territoriales. Je pense que c'est très important que là, il y ait des mesures urgentes qui soient prises. Et je reviens à mon obsession budgétaire, parce que ceci coûte quelques dizaines de milliards d'euros par an en France, et si on est à l'échelle européenne, on parle plutôt de quelques centaines de milliards d'euros par an. Et donc, je suis très persuadé qu'il va falloir annoncer haut et fort qu'on a de nouveaux arbitrages à faire. Alors, les économistes dont je fais partie disent qu'il va falloir faire des arbitrages en faveur de l'investissement et en défaveur de la consommation. C'est-à-dire qu'il va falloir que les uns et les autres, on commence à comprendre qu'il y a besoin d'investir au sens... Et pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure,
Il faut que nos infrastructures, il faut que nos équipements, il faut que nos machines deviennent propres et émettent moins de CO2. Et du coup, en contrepartie, très probablement, il va falloir qu'on consomme moins parce que on gaspille à tour de bras et puis l'argent est quand même pas infini, donc il va bien falloir faire un peu d'équilibre. À très court terme, la partie publique de ce programme-là est importante pour les questions d'exemplarité que j'ai évoquées tout à l'heure. Et deuxièmement, elle a une deuxième grosse importance, c'est qu'il y a des actions qui seraient à la main des acteurs privés, que ce soit les entreprises ou les ménages, ou même des financiers, on en parlera encore tout à l'heure, mais que ces acteurs-là ne feront pas parce qu'ils les considèrent comme insuffisamment rentables. Donc, quelle est l'incitation qu'a aujourd'hui un ménage à rénover son logement? Il va mettre 20 000 balles sur la table pour gagner... 20 000, pour récupérer ces 20 000 balles dans 30 ans. Voilà, c'est ça. Bon, il ne le fera pas. Donc, je pense qu'il faut sortir de là, pas faire de la rénovation énergétique un totem absolu, mais se dire il va falloir quand même inciter et aider le système. Donc, je maintiens, je persiste et je signe. Aujourd'hui, par rapport aux 40 ou 50 ans de représentation collective que finalement le marché c'est vachement bien et que les années d'avant c'était vraiment moins bien parce qu'on était dans une économie dirigée, je pense qu'il faut tourner cette page et rentrer dans une nouvelle histoire dans laquelle on dit on a besoin de vision, on a besoin de cap, et ça tombe bien parce qu'en fait on a de besoin long terme, on a besoin d'un projet de société, et évidemment pour que ça se soit crédible, porté et que ça fonctionne, il faut un gouvernement qui l'incarne et qui soit élu sur la base de quelque chose qui correspond à ça. Donc, petit coup de chance, il semblerait qu'au niveau européen, on ait un mouvement électoral qui aille plutôt dans le sens que je raconte, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et j'espère que c'est pas un feu de paille, que les jeunes se rendent compte qu'ils ont une responsabilité, non pas de sauver le monde, mais d'aller voter, et que ça crée des nouveaux équilibres politiques qui font qu'on peut bien espérer avoir ce que je dis là, c'est-à-dire la capacité de construire collectivement un projet de société dans lequel ce que je dis là est pris au sérieux, et du coup ça permet de se décliner, et je reviens, parce que je le redis, à la fois sur la remise en cause de ces fameux dogmes budgétaires, on n'a pas encore parlé de la dette publique, mais de tout ce qui tourne autour de ce truc-là. À la fois, ça doit remettre en cause, dans les discussions avec le patronat, et en particulier avec le MEDEF et les organisations représentatives, le dogme du commerce international, du level playing field, l'idée que finalement le monde se porte beaucoup mieux si les règles du jeu sont les plus basses possibles et les bonnes pour tout le monde. Et ça remet en cause l'idée qu'on s'en sortira en simplifiant tout et en enlevant normes et règlements qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut remettre en cause le libre-échange au niveau mondial. On a besoin d'un État et d'une puissance publique qui annonce la couleur. Remettre en cause le libre-échange à l'état mondial. On est en pleine guerre économique. Donc les Chinois sont à couteau tiré, les Américains sont à couteau tiré. Donc ça se fait. Ça se fait en guerre économique. Ce que je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que le dogme est foutu en l'air, clairement. Donc, si l'Europe et les élites européennes se mettent à atterrir, elles vont bien voir que, évidemment, qu'il faut leur mettre en cause. Il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils atterrissent. Ils se grattent beaucoup le nez, non? Question Internet. Pour qui avez-vous voté aux dernières élections européennes? Ça ne regarde personne. Je fais ce que je veux. Question Internet. L'effondrement est-il une solution pour réduire nos impacts? Ça, c'est une question à laquelle je vais répondre. Ah bah. Monsieur choisit ses questions. Oui, tout à fait. C'est l'effondrement de quoi?
l'effondrement. Alors je dirais l'effondrement économique et puis petit 2, tout petit effondrement écologique. Ouais, alors, On s'en fout, c'est pendant 30 ans. Hein. Non. L'effondrement économique, j'ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une crise économique majeure, je crois que c'est pas une bonne solution. Parce qu'en fait, l'histoire montre très clairement, quand vous regardez les émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, comme tout est corrélé, c'est assez fort. Vous voyez que les crises financières, les guerres, ont un petit effet, alors c'est dans l'autre sens, hein, elles ont un petit effet de décroissance, puisqu'en fait elles ont un effet sur le PIB à l'époque, au moment où elles se produisent, mais sauf que l'histoire montre que ça repart juste après. Donc, avec une hyperconsommation énergétique. Voilà. On est toujours sorti des crises par une hyperconsommation énergétique. Et donc je ne crois pas qu'une c'est un peu cuit quand même. Je crois pas qu'une crise financière, il est très possible qu'elle arrive. Je ne crois pas du tout qu'une crise financière résout le problème parce qu'on va être tétanisé de trouille devant cette crise financière. Ou on ne pourra pas partir sur une surconsommation énergétique derrière pour sortir de cette crise. On verra la surconsommation énergétique, on pourra en reparler. Hein, mais on peut en parler tout de suite. Ouais, non mais ok, il y a encore énormément de charbon. Donc c'est ça le problème. Oui, on est bien d'accord. Est-ce qu'on va sortir avec la finance qui va sauver la planète, ou est-ce qu'on va sortir de cette crise en continuant comme en 40 ? Est-ce qu'on va choisir le chemin de la facilité ? Non, mais donc j'ai répondu. Moi, je crois que, pour répondre à la question Internet, je ne crois pas qu'une crise économique financière standard soit de nature à résoudre quoi que ce soit. Parce qu'elle va créer du stress, elle va créer des réflexes pavloviens, et elle ne va pas être du tout de nature... Ce que je propose là, qui est de dire il y a tout un plan de bataille à mener, c'est des choses qui sont réfléchies un peu. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans la panique généralisée. Donc j'y crois pas. Après, la deuxième question, c'est est-ce que l'effondrement total, ça résout le problème ? Alors c'est encore pire. Si on est à l'effondrement total, c'est qu'on n'a pas résolu le problème. Autre question Internet. L'exploitation du gaz de schiste est-elle encore rentable financièrement parlant ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu percevoir de cette affaire de gaz de schiste aux États-Unis, j'ai cru comprendre, moi, que ça n'a jamais été tellement rentable. Et sur le plan strictement économique, hein, mais je ne suis pas un spécialiste très profond de ça. Le seul truc que moi j'ai dit et qui m'a toujours paru assez évident, c'est que si vous croyez les uns et les autres que le fait que le gaz de schiste soit pas rentable, ça empêche l'extraction et la production du gaz de schiste, c'est que vous ne vivez pas dans le monde réel. Le monde réel américain, c'est que si l'État américain, les dirigeants considèrent que c'est stratégique, ils s'organiseront pour financer. Et même si on dit que l'Amérique est un pays libéral, pas tant que ça, quoi. Alors, autre question d'Internet. Dans quel secteur faut-il investir pour réussir une transition écologique ? Dans tous les secteurs d'activité. Alors moi, je vais vous poser une question. Dans quel secteur faut-il investir pour réussir à faire un peu de pognon ? Dans tous les secteurs d'activité. Je ne suis pas conseiller en patrimoine, hein, faites ce que vous voulez de votre argent. En revanche, non, c'est une question importante. On a travaillé sur ce que serait une France zéro émission nette 2050 pendant quelques mois. Et ce qui est apparent, évident, c'est que tous les secteurs d'activité sont appelés à évoluer et de manière assez massive. Et ceci a un rapport avec cela, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure que le trou de l'ozone a été résolu par l'éradication des chlorofluorocarbones, là, les gaz fluorés. Finalement, c'est une grande victoire écologique, mais sur un problème qui était infiniment plus simple, qui était j'avais un coupable, il fallait que je l'éradique, et on a fait un accord international. C'était une belle réussite quand même. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Tous les secteurs d'activité sont concernés, le transport, l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, la forêt est concernée aussi par la question. Et on va privatiser l'ONF, c'est bien. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une solution au problème. Autre question d'Internet. Alors, que pensez-vous de la théorie de l'effondrement ? On en a parlé. Plafonner les fortunes pour éviter toute inégalité économique, est-ce réaliste ? Pour limiter toute inégalité économique ? Ouais. Éviter.
Ouais, réaliste, je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, de tout ce que je dis depuis une demi-heure, ou je sais pas le temps qu'on parle, ça peut être considéré comme non réaliste. Donc, ce que je crois, en revanche, c'est que... Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il y a quelque chose de très irréaliste, c'est de penser qu'on va régler la crise écologique, et notamment la crise climatique, sans s'occuper du tout de la question des inégalités sociales. Ça, je crois que c'est très irréaliste. Et donc, de mon point de vue, un programme écolo qui prend au sérieux le sujet et donc qui va être obligé de dire aux classes moyennes... On va vous serrer le kiki. Ça va être un petit peu plus compliqué maintenant qu'avant. Vous inquiétez pas, ça va passer, mais ça va faire mal. Voilà, je crois que c'est un peu obligatoire de traiter cette question. Alors, je vais le reformuler encore autrement, parce qu'après, en termes de solutions, est-ce que c'est plafonner de manière radicale les patrimoines, donc en gros, ça veut rien dire faire un ISF qui est 100% au-delà d'un certain niveau, ça je pense que c'est un tout petit peu excessif. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Je suis pas sûr, parce que le sentiment d'égalité, le sentiment d'inégalité, c'est un truc un tout petit peu fin, un peu délicat, et je ne pense pas que ça se traite de manière aussi grossière que ça. Maintenant, je reviens à l'histoire de la taxe carbone, parce qu'on m'a souvent dit la taxe carbone, c'est un truc injuste, et donc il faut trouver un dispositif, soit pas faire de taxe carbone, soit faire un truc qui... Bon, et je réponds souvent à ça, même toujours, un instrument fiscal, il a un objectif. Donc, l'objectif de l'instrument fiscal qui s'appelle taxe carbone, c'est d'inciter les gens à moins émettre de CO2 et c'est d'inciter l'industrie à fabriquer des solutions moins carbonées. Bon. Si le sentiment global, collectif, démocratique, c'est que la société est du coup insupportablement inégalitaire, parce que on rajoute un impôt indirect dans un dispositif quelconque, à ce moment-là, il faut mobiliser d'autres instruments fiscaux, donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, donc il faut faire bouger les lignes de sorte que l'équilibre soit rétabli. Autre question d'Internet, les marchés financiers sont-ils en mesure de survivre à une décroissance ? Les marchés financiers ils peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre un pet au casque très vite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais tout à l'heure, les régulateurs sont un peu inquiets de l'idée qu'on aille trop vite dans la transition, c'est exactement la même chose que ça, parce que leur inquiétude, c'est que les marchés financiers sont très autoréalisateurs, donc ils vont très vite, sont très moutonniers. Et donc si tout d'un coup, les marchés financiers perçoivent que des entreprises, des activités carbonées, c'est mal, et que ça pue la cote, il y a des effets de boomerang terribles, et donc ils peuvent aller brutalement vers des crises. Alors, autre question Internet, Monsieur Grandjean, que pensez-vous des mécanismes de reproduction idéologique que sont les écoles de commerce et autres établissements scolaires privés ? Alors, il y a ce que je pense et il y a ce que je fais. Vous faites pas ce que vous pensez ? Pas forcément, non. Mais parfois si. Et donc, mais il y a des fois je pense des trucs que je fais pas. Mais oui, vous aussi, c'est-à-dire vous aussi, je pense qu'il y a des fois où vous pensez des trucs et vous les faites pas. Et donc le mot la pensée, c'est un truc un peu compliqué. Donc non, par exemple, à Dauphine. La pensée, c'est un peu compliqué. J'aime ça. À Dauphine, Carbone 4, on est en train de faire des cours sur la finance et le carbone dans l'institution Dauphine. Bon. On n'a pas réussi à faire ça à l'ESSEC et à HEC. Je pense pas que ce soit impossible de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Pourquoi ça n'a pas été possible ? Parce on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi, quoi. De quoi ? C'était trop archaïque, la perception ? C'était contre leur dogme ? C'était quoi ? Les grandes écoles de commerce, les grandes business schools nous disent qu'ils ont un modèle à défendre, qui est un modèle de compétition internationale, et dans le cadre de ce modèle, il faut qu'ils produisent, je vais le dire un peu cash là,
il faut produire des élites qui cochent toute une série de cases. Donc ça veut dire que leur programme doit être tel que l'élite qui est sortie de ces grandes écoles, les business schools, doit être capable de faire ça A, B, C, D, ils doivent cocher toute une série de cases, quoi. Et ça, c'est une compétition internationale, donc du coup, ça bouffe entièrement le programme. Et donc si on commence à mettre des trucs de culture générale ou des trucs qui cochent pas certaines cases, ben, ça marche pas, parce que c'est du temps perdu, et donc ils risquent de perdre des... Alors évidemment, c'est totalement... fantasmé, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est une opinion qu'ils ont sur leur pratique. On refera une émission sur les grandes écoles. Autre question d'Internet. Les trillions de monnaie inutiles qui tournent sur les marchés financiers spéculatifs représentent-ils un risque imminent? Ça, on en a déjà parlé. Imminent, j'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil. D'accord. C'est pas une blague. Quoi, vous n'êtes pas Madame Soleil? Non, c'est pas une blague que je suis Madame. Non, parce que vous avez une boule de cristal super optimiste, hein, quand même. Ça va bien se passer. J'ai pas dit ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça se saurait si on savait prévoir le moment de la crise financière. Ok. C'est mathématiquement pas possible. Si on parlait des agences de notation, ouais, pourquoi pas. C'est des scribouillards, c'est quoi? Comment ça se fait qu'ils déjà... Les agences de notation, d'abord, ils ont un pouvoir. Comment ça se fait déjà qu'après 2008, il y en ait certaines qui est toujours pignon sur rue avec les âneries qu'ils ont pu balancer? Ouais, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Vous auriez fait quoi? Alors moi, c'est pas un sujet dont je me suis occupé à titre personnel, mais ce que je pense, c'est la première des choses, c'est de comprendre pourquoi ils ont un tel pouvoir réglementaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quand je fais l'émission d'une obligation, en gros, je passe par les fourches-coudines d'une des trois agences, et le marché est fait comme ça. À vrai dire, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais j'ai l'impression que c'est pas juste une opinion de marché. J'ai vraiment l'impression que c'est des institutions qui survivent grâce à ça. Donc c'est vraiment complètement hallucinant. Alors il y a une explication peut-être culturelle, mais je ne suis pas sûr de ça, qui serait de considérer que passer le choc, passer 2-3 ans de « qu'est-ce qu'on a transpiré ?» on est quand même passé loin. Qu'est-ce qu'on a été mauvais? C'est pas absolument impossible de considérer qu'il y a pas mal d'économistes qui se sont rassurés en disant « Non, mais finalement... c'est un truc complètement exceptionnel, en gros, c'est comme des stages solaires, quoi, ça nous arrive, et circuler, il n'y a rien à voir, en fait. » Et donc on reprend business as usual. J'ai l'impression qu'il y a de ça, parce que si je prends un exemple très très sûr, là, c'est la question de la titrisation. On sait que la titrisation a été un des leviers de propagation de la crise financière. On sait que ça a été quasiment arrêté. Si, ça a été quasiment arrêté. Il y a eu beaucoup de titrisation. Et là, ça repart à toute vitesse. Donc le fait que la titrisation reparte et que même l'Europe soit en train de se dire il faut refaire la titrisation parce que, évidemment, par exemple, les PME sont mal financées aujourd'hui et donc on va faire le marché unique des capitaux et puis on va redévelopper la titrisation pour que les PME puissent se financer, c'est juste complètement hallucinant. Donc c'est comme si on avait tout oublié, espèce d'oubli complet, d'amnésie, et donc on titrise les prêts américains en ce moment, et évidemment, c'est pour ceux qui se disent qu'il y a un risque d'explosion financière, de crise financière majeure, ça en fait partie. Si on parlait des stress tests bancaires, ouais. Les stress tests bancaires, c'est une énième bullshitterie dans la bullshit factory. C'est quoi? C'est pour se rassurer entre copains? C'est pour rassurer les opinions publiques? Alors factuellement, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, il y a eu des stress tests au moment où on avait vraiment très très peur de la crise. Il y en a eu beaucoup des stress tests. Et il y en a eu plein. Et puis il y a des boîtes qui ont fait faillite, des banques qui ont été sauvées par les sous du contribuable, alors que le stress test était pas mal. Et donc, à l'évidence, il y a un tout petit problème avec le stress test. C'est que, mais ça, Gaël Giraud l'explique très très bien dans l'illusion financière, c'est que si le stress test est crédible, et donc il annonce le fait que la banque est sous-capitalisée et risque de planter, elle plante le jour même. Donc ça va pas, quoi. Et si on fait un stress test sur le système financier, qu'on annonce à tout le monde qu'en gros c'est pas stable, il plante dans la journée? Peut-être un stress test du système financier, ça je pense personne ne prendra ça au sérieux. Oui, non, mais voilà, non, mais dans le stress test bancaire en tant que tel pose un problème de fond, un problème théorique, quoi.
Est-ce que ils mentent pas un peu dans le système bancaire pour ne pas montrer leurs pertes Est-ce que il n'y a pas un peu de mythomanie due à la peur En fait, c'est un peu comme un gamin de 5 ans qui planque sa petite connerie. Sauf que là, c'est une grosse connerie. Est-ce qu'il y a pas un peu de mensonge, on s'arrange avec la vérité, on fait du window dressing non? Euh, ouais, c'est difficile de dire ça de manière très très générale. Il est sûr et certain, s'il y a un truc qui est sûr, qui est la théorique. C'est que ça magouille. Non, c'est pas la Le magouille. Libor, le Ribor, c'était pas de la magouille. Non, mais ça, je discute pas ça 5 minutes. Évidemment qu'il y a eu plein de... mais tout le monde le sait, donc... Tout le monde, non, pas non, mais non. Ok. Bon, donc, on peut en mettre une grosse couche sur les frasques absolument insupportables qui ont été révélées successivement. Ça renforce l'argument que j'ai dit tout à l'heure, qui est que croire qu'on peut régler le problème de la crise écologique sans régler ces problèmes-là, c'est quand même un peu être naïf, puisque les gens s'en souviennent quand même. Donc même si tout le monde ne le sait pas, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une perception très aiguë du fait qu'il y a des amendes énormes qui ont été faites, et il y a des dérives complètes qui ont été faites. Je pense qu'il y a une perception un peu diffuse de l'opinion sur ces terrains-là quand même. De même qu'il y a une perception un peu diffuse que les pratiques d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale des grands groupes, c'est quand même un petit problème. Bon. Alors maintenant, savoir dire si aujourd'hui... Alors, deuxièmement, un bilan bancaire ou un bilan d'une compagnie d'assurance, c'est vraiment pas une science exacte. Ça, c'est clair. Ça se maquille facilement. Vous employez le terme que vous voulez, mais en tous les cas, l'appréciation de les provisions sont suffisantes, donc le bilan est sincère, il y a une très grosse marge d'appréciation. Bon. Et donc, dans le domaine de l'assurance, c'est très connu, ça, je connais pas mal d'exemples, mais là, je ne les donnerai pas, où l'appréciation, puisque le métier d'assurance, c'est de passer son temps à couvrir des risques. Et donc, Ils sont imprévisibles. Donc, Mais ils font des calculs actuariels, ils font plein de trucs. C'est prévisible. Non, c'est pas prévisible de manière déterministe, c'est prévisible de manière stochastique. Autre question d'Internet que je vais transformer. Donc la question initiale était: avons-nous les capacités cognitives pour faire face à la mondialisation? Et je vais transformer cette question en la suivante. Est-ce que le monde financier, le monde politique a les capacités cognitives de faire face à la crise du réchauffement climatique, selon vous? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, ce que je crois, c'est que l'argument de la complexité, qui est de dire le monde est complexe, donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un bordel tellement complexe qu'on va arriver à rien, je pense que c'est pas un fait de nature. C'est-à-dire qu'on a fabriqué de la complexité et ça a arrangé pas mal d'acteurs de fabriquer de la complexité. Et donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire ça tout à l'heure, j'y ai pas pensé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un des gros avantages des dispositifs qui ne sont pas mondialisés, libre-échangistes et tout est dans tout et réciproquement, c'est-à-dire d'avoir des trucs un tout petit peu plus structurés, c'est que c'est plus appréhendable et on arrive mieux à comprendre le dispositif. Donc je crois que je vais prendre un exemple très concret pour me faire comprendre. Au moment de la crise 2007-2008, la crise des subprimes, j'étais économiste, je le suis toujours. J'ai appris des trucs en termes d'information qui étaient vraiment pas du tout connus. Quoi ? Par exemple, qu'il y avait des CDO au carré, il y avait des produits dérivés extrêmement compliqués, je ne le savais pas. Et je ne savais surtout pas la quantité invraisemblable de milliards qui traînaient dans ces trucs-là. Bon. Et donc la complexité permet de noyer le poisson sous un flot d'informations considérable. Et effectivement, je crois, c'est une très bonne question, parce que je pense que les actes politiques visant à simplifier un peu sont de nature à nous aider dans cette sursaturation et dans cette inaccessibilité cognitive. Maintenant, l'autre argument qui est on est dépassé par le réchauffement climatique, donc nos capacités cognitives ne permettent pas d'y faire face, ça je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a beaucoup une question de pédagogie, il y a beaucoup une question de psychologie de la pédagogie, beaucoup plus que de capacité cognitive intrinsèque, parce qu'en fait, in fine, ça se résume à quelques informations pas très compliquées. Autre question. Le Haut Conseil pour le climat a été créé en décembre. Vous en êtes où 6 mois plus tard? On va faire un rapport qui va être rendu le 27 juin 2019. Qui est-ce qui va le lire? Ceux qui voudront le lire. Ce sera diffusé sur Internet.
Et ce sera adressé au gouvernement avec un devoir de réponse de sa part dans les 6 mois. Donc on verra, on discutera avec les députés, avec l'Assemblée nationale. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, pas un peu pisser dans un violon quand même. Peut-être. Est-ce que faire des groupes de travail comme ça, est-ce que c'est quoi? C'est pour sauver le monde? C'est pour se faire briller en société? Ça sert à quelque chose? Là, j'ai besoin de 2 minutes pour répondre à la question. Vous pouvez même prendre 3. Hein. J'ai animé le comité des experts du débat national sur la transition énergétique en 2013, début du mandat Hollande, donc ça fait 6 ans. Ce débat-là était très utile, je crois. Il a permis à pas mal d'acteurs de s'approprier le sujet, de ceux qui étaient concernés par le débat, évidemment. Et il a été préparatoire de la loi de transition énergétique, qui est une loi très importante dans le cadre français. Pas du tout des anecdotes. Cette loi instaure des budgets carbone à l'anglaise. Les budgets carbone à l'anglaise, ça veut dire en gros, on fait ce que j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale bas carbone, donc le fait qu'on se donne des objectifs par période sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est pas anecdotique, parce que si on se les donne, ça donne quand même une orientation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur des gros mots. C'est une forme de planification. Évidemment que dès qu'on est en train de se dire ça, il faut qu'on ait un vigie qui dit est-ce qu'ils sont tenus ou pas, ces budgets. Et ce vigie a été... là aussi, on a copié les Anglais, parce que le dispositif existe comme ça. En Angleterre, ce vigie, c'était le Climate Change Committee, le CCC. Le dispositif anglais fonctionne, et il y a pas mal de preuves qui montrent que ça ne marche pas si mal. On ne parle que du Brexit, hein, mais si on parle des questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Angleterre, c'est un des pays qui fonctionne le mieux. Ça a vraiment fonctionné. Et donc le Haut Conseil pour le climat, c'est pas du tout une réponse aux Gilets jaunes, c'est pas du tout une réponse à une crise politique quelconque. C'est une institution qui a été pensée, réfléchie il y a 6 ans, dont la première version qui a été installée par la loi de transition dont j'ai parlé, donc en 2015, n'a pas fonctionné, parce que ce comité que vous ne connaissez pas, qui était un comité d'experts, il n'a pas été posé dans le débat, il n'a pas été installé, on ne lui a pas donné de moyens, et du coup, il n'a rien fait. Bon. Donc la création du Haut Conseil pour le climat, c'est juste la création d'une instance dont la vocation, la mission, c'est de dire au gouvernement, là, tu as fait le job, là, tu n'as pas fait le job, là, tu nous as dit qu'il fallait faire telle politique, et bien moi, je te dis que celle-là, elle n'a pas marché, celle-là, elle a marché. Donc, moi, je veux bien tout... C'est quoi vos moyens de pression? Nos moyens de pression, c'est que le gouvernement doit exprimer, doit nous répondre, et il doit nous dire, si on lui fait des recommandations, s'il ne les prend pas, pourquoi. Et donc, notre vrai moyen de pression, c'est l'indépendance, notre crédibilité, le fait que, donc là je ne parle pas de moi, là je parle du comité lui-même et de Corinne Lecquéré qui est la présidente et qui a passé qui est une climatologue très très reconnue et qui a fait ce job-là en Angleterre. Et donc la capacité de bien installer cette question-là dans le paysage et dans le débat. Si on n'y arrive pas, on servira à rien. Donc moi, si je fais partie... Vous êtes payé pour ça ? On est payé 500 balles par journée de travail. Et vous bossez combien de temps ? Entre 1 et 2 jours par mois. Ça fait 1000 balles, quoi. Ouais, c'est ça l'idée. C'est déclaré ? Ah bah évidemment. Ok. Autre question Internet. Les économistes sont-ils condamnés à commenter a posteriori des crises qu'ils n'ont pas su prévoir ? Ils sont... Bon, il y a beaucoup d'économistes qui font des commentaires. Beaucoup. Moi, sur BFM. Et donc, j'essaye, depuis qu'on se parle tous les deux, là, de ne pas faire que des commentaires. Vous passez sur BFM ? J'aime pas cette chaîne. Bah pourquoi ? Parce qu'il faut le temps de l'explication, le temps de l'argumentation. Et d'ailleurs, c'est quand même un bon point dont je n'ai pas du tout parlé. Donc c'est pas mal qu'on en parle maintenant, mais c'est qu'il est tout à fait vrai que dans la situation de stress actuelle, dans le plan d'action général, avoir des médias qui font un job un peu sérieux, de temps d'explication, de temps d'argumentation et de temps de développement, c'est tout à fait fondamental, tout comme il est tout à fait fondamental que dans les écoles, nos gamins réapprennent le culte de l'attention, de la concentration,
soient pas soumis à ces tablettes numériques dès l'âge de 3 ans et demi, qui vont leur foutre en l'air le cerveau, quoi. Donc évidemment que les médias... Vous supputez sur le fait que les tablettes, parce que sinon on va avoir les fournisseurs de tablettes qui vont dire ah, alors nos tablettes ça fout du no. Ouais. L'abus de tablettes trop tôt, l'OMS dit qu'il ne faut pas. Donc il y a des standards médicaux là-dessus. On arrive à la fin de notre interview. Je vais juste changer de forme pour voir s'il y a d'autres questions. Vous m'accordez une petite seconde. Ouais, ça. Le nucléaire, on en fait quoi là ? Il y a une loi qui est en cours de discussion sur la durée à partir de laquelle il faut le faire décroître. Ça discute beaucoup l'écologie en fait. Hein. Ouais, ça discute beaucoup. Ouais. Mais là, en l'occurrence, le nucléaire, c'est un truc très controversé, puisque évidemment, vous avez d'un côté le fait qu'il émet pas trop de CO2, donc c'est une manière de faire l'électricité qui émet pas trop de CO2, et d'autre part, il y a plein d'inconvénients. Bon. Donc il y a des arbitrages à réaliser, mais numéro 2, la raison pour laquelle moi, sur le nucléaire, je suis assez pragmatique quand même, c'est que le remplacement dans une stratégie de lutte contre le changement climatique, arrêter le nucléaire à l'instant T, si c'est pour le remplacer par des énergies fossiles, c'est une idée moyenne. Donc il faut trouver les bons calendriers, les bons pas de temps, qui permettent de faire une sortie de sorte que on atteigne nos objectifs climatiques. C'est pas tout à fait évident. Autre question d'Internet, est-ce que le RSE va-t-elle sauver la planète ? La RSE. Alors ça, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est un mouvement qu'on voit beaucoup dans les entreprises avec des directeurs ou des directrices de la RSE dans les entreprises, avec beaucoup de RSE washing, comme on a fait du greenwashing. Et donc, je ne veux pas dire du mal des personnes qui sont en charge de ces boulots, parce que c'est un boulot très difficile, en fait, puisqu'elles sont au cœur de plein de contradictions dans l'entreprise, de la bonne RSE. C'est-à-dire, si je prends un exemple fiscal sur lequel j'ai pas mal discuté avec Cécile Renoir, hein, l'idée que si vous êtes responsable, comme en tant qu'entreprise, votre responsabilité va jusqu'à la question fiscale. Bon. Est-ce que avoir des pratiques fiscales d'optimisation dans tous les sens, de prix de transfert qui sont adaptés de manière à avoir aussi peu d'impôts possible, est-ce que ça, c'est être responsable ? Je crois que non. Donc une bonne RSE qui mettrait tous les gros sujets de responsabilité fiscale, d'échelle de rémunération au sein d'entreprise, de pratiques insupportables au sein avec des risques de souffrance au travail, je pense que ça, c'est utile. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait ça ? Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Bon, Pierre Laroutourou, il vous a piqué votre idée que vous avez eue il y a 10 ans ? Alors, il a fait pire que ça. C'est que moi, on n'en a pas du tout parlé, là, on aurait pu développer longtemps. C'est que, ça fait très longtemps que je dis que la création monétaire, c'est quelque chose qui existe, qui est bien connu, bien compris, et donc il n'y a pas de raison que, comme chaque année on crée de la monnaie, il n'y a pas de raison que cette création monétaire ne soit pas utilisée à bonne fin et en la matière pour financer les investissements écologiques. Cette création monétaire se fait soit au niveau de la Banque centrale, soit au niveau des banques secondaires. Là où j'ai un petit débat avec Pierre, c'est que c'est pas tellement les idées sont pas ma propriété, c'est très bien que ça circule et c'est très bien que lui il ait réussi à faire passer l'idée d'une banque du climat. En revanche, les dispositions qu'il a mis en avant avec Jean Jouzel, moi me paraissent pas très convaincantes. C'est-à-dire que le pacte finance-climat avec l'idée que je fais un traité d'abord, dont j'obtiens la signature, c'est une idée qui n'est pas réaliste, ça se passera pas comme ça. L'idée de faire une banque au niveau européen, on n'a pas besoin de créer une nouvelle banque, parce qu'en fait, au niveau européen, il y a la BEI qui fonctionne, il y a la BERD, et donc ce qu'on a surtout besoin, c'est que ces banques orientent leur financement dans le sens, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est ça dont on a besoin. Et troisièmement, les dispositifs de refinancement qu'il a suggérés sont pas complètement performants. Cela étant, c'est ce qu'il a fait très bien, je trouve, et très utile dans le débat public, c'est de mettre ce sujet sur la table,
de manière à ce que ça devienne un objet de débat et qu'on puisse se dire, bon, c'est quoi les bonnes organisations qui permettent que la création monétaire se mette au service du climat. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est bien. On a une question, quid de la décroissance contrôlée? Je redis, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je recommence. Le PIB, pour moi, c'est pas un bon indicateur. Donc la décroissance du PIB, à vrai dire, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait des dispositions, des systèmes d'incitation, des règles, des normes et des mécanismes économiques qui font que les activités qui sont destructrices de l'environnement, on les fasse de moins en moins, et que les activités qui sont réparatrices, on les fasse de plus en plus. C'est ça qui est intéressant. Le PIB en tant qu'indicateur, c'est tellement mauvais que ça ne nous amène nulle part. Décroissant ou croissant. Alors une question qui vient de La Réunion. Que pense-t-il de la propriété privée? N'est-ce pas l'unique solution pour la transition? Est-ce qu'il faut remettre en question le droit à la propriété privée? Alors ça, c'est une très bonne question. Ma tendance là-dedans, c'est de dire qu'il faut remettre en question la culture idéologique selon laquelle la propriété privée est la solution à tous les problèmes. C'est ça le truc. Il y a des communs. Il y a des sociétés qui vivaient très très bien avec des arrangements communautaires, c'est très connu après les travaux d'Helena Ostrom là-dessus. Et donc, l'idée très générale qui consiste à dire la propriété privée est la solution à tous les problèmes, et par exemple, il faut privatiser les émissions de CO2 pour faire des marchés de quotas, parce que bon, tout ça, c'est des idées bullshit. Donc, je pense qu'il y a un travail théorique qui est en train de se faire, parce qu'il y a de plus en plus d'universitaires et de penseurs et de gens qui réfléchissent à cette question-là, qui est donc dans quel cas il faut sortir de usus, abusus et fructus, les dogmes de la propriété privée. Après, je ne suis pas collectiviste, et donc je ne crois pas que la solution soit de dire je reviens à une collectivisation intégrale. Donc je pense qu'on va trouver des nouveaux modes d'organisation communs. Voilà. On arrive à la fin de notre interview. On a pour tradition de vous laisser donner un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer, quelque chose qui restera impérissable sur Internet. Impérissable, ça. Les jeunes générations, moi, mon conseil principal, c'est faites tout ce qui est dans votre possible pour garder de l'autonomie intellectuelle et matérielle. Ne vous faites pas avoir par des dépendances, quelles qu'elles soient. C'est pas que le monde sera plus dur demain qu'il l'est aujourd'hui, mais c'est que vous aurez besoin de cette autonomie dans le monde de demain. Vous aurez besoin de l'autonomie intellectuelle pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Vous aurez besoin d'autonomie intellectuelle pour comprendre la complexité de ce monde, pour comprendre pourquoi il y a des gens qui pensent A, d'autres qui pensent B, et vous aurez besoin de l'autonomie matérielle qui consiste à ne pas être dépendant de surconsommation, d'addiction, et de choses où peut-être quand même la vie demain sera sur ce plan-là un peu plus difficile qu'avant. Donc moi je dis ça tranquillement parce que c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Non, je suis déjà vieux, non, mais j'ai élevé mes enfants avec mon épouse dans ce style-là, et j'ai des enfants dont j'ai pas le sentiment qu'ils sont en train de faire une crise de tétanie s'il n'y a pas la tablette de 4e génération, pardon, je reparle de tablette, s'il n'y a pas le dernier gadget à la mode à la main. Voilà. Alain Grandjean, merci. Merci beaucoup à vous.